Bonjour à tous, bienvenue à cette session Proleo-Bio donc 2022, consacrée ce matin donc à la thématique de la récolte des oléoprotéagineux et plus précisément à comment, j'allais dire, s'en sortir pour déjouer quelquefois le casse-tête que peuvent nous réserver ces cultures. Pour vous dire un petit peu quelles sont les personnes qui sont derrière l'écran. Donc vous avez plusieurs, présentateurs, donc moi-même, je me présente donc Cécile Le Gall, donc je travaille à Terrinovia et je suis responsable du programme d'action sur l'agriculture biologique et donc c'est moi aussi qui vais, animer donc cette session Paléo Bio, ce matin. Nous avons aussi donc, Zoé Le Bihan, qui est aussi, à Terrinovia et qui va nous parler de la lentille, on va le voir juste après. Donc, Stevens Hérault donc de la CAVAC, qui va nous parler de la lentille, mais cette fois-ci sur le fauchage en délage. Philippe Cristante également de Terrinovia, donc qui lui va nous parler de la récolte des oléoprotéagineux et monsieur Florent Georges, donc de la FD CUMA pardon, du Gers, qui nous parlera également du fauchage en drainage. À savoir aussi que, en back office et en organisation, nous avons donc Audrey Meurice et Véronique Cartier qui ont, œuvré justement pour que cet événement, ait lieu et que vous puissiez y assister dans les meilleures conditions. Alors, j'allais dire au menu ce matin, donc, nous allons avoir en fait un déroulé qui va suivre, j'allais dire, séquentiellement le cycle de nos cultures. Tout d'abord parce que la récolte se prépare en effet bien en amont, j'allais dire, du jour J et donc c'est pourquoi nous allons, voir notamment avec Zoé comment, en vue de faciliter la récolte de la lentille, comment peut-on bien choisir son tuteur et quels sont j'allais dire les critères à regarder, quelles sont aussi les nouveautés qui ont été testées donc, cette année justement pour que, la récolte se passe au mieux. Nous allons ensuite avoir un gros sujet autour donc de l'endénage, du fauchage au dénage des oléoprotéagineux, parce que c'est vrai que c'est des questions qui nous remontent beaucoup du terrain. C'est une pratique qui a pu être courante, j'allais dire, il y a quelques années maintenant, par exemple sur le colza, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Il se pose beaucoup de questions en fait sur d'autres cultures, notamment la lentille. Et donc, nous aurons justement pour répondre à toutes ces questions et vous faire le retour d'expérience sur ces différentes cultures, donc 3 interventions, qui se dérouleront séquentiellement. Donc avec une première intervention, de monsieur Florent Georges pour vous présenter la technique générale du fauchage en drainage et puis aussi, vous faire un retour d'expérience, voilà, de l'AFD CUMA du Gers sur cette pratique. Une deuxième intervention, donc là focalisée sur la lentille, réalisée par Stevens Hérault, justement pareil pour vous faire le retour d'expérience de la CAVAC sur cette pratique qui a été mise en place depuis quelques années. Et enfin, donc une intervention, que j'assurerai pour vous présenter, voilà, les retours d'expérience, tout ce qu'on a pu collecter sur le fauchage en drainage, la pratique fauchage en drainage sur colza. Et enfin, donc nous arrivons au terme, de cette session et aussi au terme du cycle de la culture avec un gros point donc fait par Philippe Cristante justement sur les astuces et surtout les bonnes pratiques à avoir pour bien, réussir la récolte de ces oléoprotéagineux. Puisque j'allais dire en termes de réglage, de timing, on peut quand même gagner, quelques quintaux, ne serait-ce que voilà en organisant la récolte, au mieux. Donc maintenant, après cette brève introduction, je vais laisser la parole donc à notre première intervenante, donc Zoé, qui pour rappel donc voilà, va vous parler de la lentille et du choix de ses tuteurs. Donc, Zoé, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Zoé Le Bihan, ingénieure développement à Terre Innovia et référente, lentilles et lin oléagineux et aujourd'hui, on va être ensemble, pour un petit quart d'heure pour, voilà, parler du choix du tuteur sur la culture de la lentille et comment le sélectionner. Donc tout d'abord, pourquoi cultiver la lentille en association et quel est l'intérêt d'avoir cette, bah, voilà, d'avoir un tuteur sur cette culture? Donc il faut savoir que la lentille est une culture indéterminée, c'est-à-dire qu'elle va continuer à produire de la biomasse, végétative, tant que les conditions sont favorables. Donc typiquement en 2021, ça a été une année, assez, pluvieuse, sur la fin du cycle de développement de la lentille pendant l'été et donc elle a continué à faire son développement, de végétation et en fait comme, les tiges de la lentille et toute cette végétation est assez peu lignifiée, bah, finalement quand on a, un volume, de biomasse foliaire et bah, la lentille va avoir tendance à verser en fin de cycle et donc c'est, assez compliqué pour gérer, un chantier de récolte correct
Et puis surtout, on a des risques de perte, de rendement avec de l'égrenage, des plants au sol et cetera. Un autre, intérêt de cultiver la lentille en association, c'est que c'est une culture qui est assez peu compétitrice avec les adventices, en particulier en début de cycle, hein, parce qu'elle va avoir une architecture très portée vers le haut, avec des feuilles qui vont pas encore bien couvrir l'interrang. Donc on peut avoir un intérêt à avoir, une association qui va, elle, occuper un petit peu plus, le sol, pendant ces phases où la lentille, ne va pas le faire. Et enfin, c'est une culture qui va avoir une faible hauteur et donc il va être possible d'essimer la culture associée, ce qui peut faciliter, le le cycle si on ne veut pas la récolter. Donc du coup, la culture associée, elle va avoir, plusieurs rôles, hein. Elle peut avoir un rôle de tuteur, donc on va pouvoir la choisir, pour maintenir la culture à une certaine hauteur et faciliter la récolte. Elle va également avoir ce rôle d'occupation du sol, hein, à des moments où la lentille ne sera pas présente. Et puis, il peut y avoir un aspect économique intéressant parce qu'elle va pouvoir parfois être valorisée dans le cadre d'une double récolte. Donc quels sont les critères pour bien choisir sa plante compagne? Donc on va distinguer 2 types de critères. Des critères, agronomiques, à prendre en compte. Donc quelles vont être les compatibilités des cycles? Est-ce qu'on va pouvoir, si on souhaite récolter les 2 cultures en même temps, les récolter à la même période sans perte de graines parce qu'une sera, mûre avant l'autre? Est-ce que, bah, elle est vraiment efficace en termes de tuteur et donc est-ce qu'on a un intérêt, à la mettre avec la lentille? Quel peut être l'effet de cette plante compagne, avec la contre les ravageurs? Donc est-ce qu'il va y avoir un effet, attracteur du ravageur, auquel cas ce sera pas très intéressant pour notre culture principale? Ou est-ce qu'au contraire, on va avoir un effet, perturbateur, qui va, limiter, la pression des ravageurs? Quelle va être la compétition avec notre culture principale, donc avec la lentille et auquel cas, bah, est-ce qu'il va y avoir une baisse de rendement qui peut être compensée éventuellement par la récolte de la culture associée? Et puis, un élément assez important aussi, c'est, la gestion des adventices et est-ce que, bah, cette culture va bien avoir son rôle, de compétition? Et est-ce qu'on peut, faire du désherbage mécanique, dans le cadre de cette culture associée? Et puis, le 2e axe à vraiment prendre en compte, hein, en plus de tous ces aspects agronomiques, ça va être, tous les aspects de débouchés. Donc est-ce qu'on va pouvoir valoriser au niveau économique, cette culture associée? Donc en fait, ça pose la question de la capacité, de commercialisation, hem, des organismes collecteurs avec qui vont travailler les agriculteurs. Donc est-ce qu'il y a une filière, sur cette culture associée? Et aussi, est-ce que cette culture associée peut être facilement triée de la lentille après la récolte? Et donc, quel va être le matériel disponible pour trier? Dans quelles conditions? Et est-ce que cela est facilement mis en œuvre? Et enfin, il faut également s'intéresser au cahier des charges, de commercialisation de la lentille parce qu'on a certaines filières sur cette culture qui vont être des filières sans gluten et là, pour le coup, effectivement, on aura des associations, notamment avec le blé, qui ne seront pas envisageables ou alors essimées. Donc ici, je vous ai fait une petite synthèse, des résultats de stage qui ont été obtenus dans le cadre d'un stagiaire, de la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine, donc Fabien Tirado. L'idée, c'était de décrire un petit peu ce qui était obtenu, dans la littérature, enfin dans la bibliographie sur, voilà, les cultures associées un peu principales qu'on retrouve sur la lentille qui sont testées, régulièrement, ou pratiquées, dans par les agriculteurs. Donc on a la cameline, la moutarde brune, des céréales et puis le lin de printemps. Donc au niveau de l'effet tuteur, donc ce qui était retrouvé, au niveau littérature, c'est qu'effectivement on avait bien un effet tuteur, pour ces différentes, cultures associées. Concernant la gestion des adventices, donc pour, les 3 premières cultures associées, il y avait un effet intéressant. Heu, L'effet n'était, pas forcément si, marqué pour le lin parce que, le lin va avoir une architecture très portée vers le haut et donc avec des feuilles qui vont pas forcément occuper l'espace, au niveau de l'interrang. Concernant le tri, la grande question, c'était la possibilité de trier, en fait, les céréales de la lentille parce qu'effectivement, elles vont avoir un PMG assez proche et donc il sera pas toujours évident de les trier, sauf en cas d'équipement vraiment adapté. Et enfin, pour la valorisation, donc c'est ce que je vous ai présenté à l'instant, bah, tout dépend, de la filière et des organismes collecteurs, qui vont travailler,
sur ces cultures associées-là. Aujourd'hui, on va parler, au niveau des résultats un petit peu plus du projet Ouest Solène. Donc il y a un projet, qui porte sur soja et lentilles. Donc les objectifs de ce projet, sont de 2 types, hein. Tout d'abord, l'idée, c'est de combiner des leviers de maîtrise de la gestion de l'enherbement sur ces cultures et puis d'adapter la conduite de ces cultures à, notre contexte pédoclimatique de l'Ouest français. Donc dans le cadre de la lentille, il y a eu un réseau, je vous ai, présenté les différents partenaires, hein, à sur l'écran, un réseau d'essais, de lentilles en culture associée, qui a permis donc de faire une évaluation, dans différents contextes pédoclimatiques en fait de ces associations-là. À noter que le contexte, de l'année 2021 était, défavorable pour la culture de la lentille et donc ces suivis n'ont pas pu être conduits, jusqu'à la récolte. Enfin, pour la plupart ou alors avec des rendements assez bas. Donc qu'est-ce qui a été testé dans le cadre de cette première année, du projet Ouest Solent? La lentille a été, cultivée donc avec la cameline, donc en semis, en mélange ou en sursemis, avec le lin, avec du blé tendre, avoine nue et puis, moutarde de Beaune. Dans le cadre de ces différentes modalités, on avait également une option avec essimage, pour voir, en fait, si, on choisissait de ne pas faire une récolte de la culture associée, quelle pouvait être, est-ce qu'il y avait des impacts différents de la culture, conduite jusqu'à maturité? Dans le cadre du lin, en fait, on a eu des soucis à la levée. Du coup, cette modalité n'a pas pu être, exploitée dans le cadre des résultats de 2021. Donc concernant le suivi et les notations, on peut distinguer 2 grandes catégories de notations. Des notations qui vont plutôt porter sur, la présence des adventistes et la compétition avec les adventistes, donc avec notamment les notations Baralis, que je vous présenterai tout à l'heure. Et puis des notations plutôt en lien sur, le peuplement et puis, la sensibilité à l'averse, de la lentille dans le cadre d'une culture associée. Donc comme je vous l'ai expliqué, les rendements sont très peu, représentatif voilà, il faudra reconduire, on reconduit ces essais en 2022 pour vraiment confirmer, ces 1ers résultats-là. Donc tout d'abord, les premiers points qu'on va aborder maintenant, c'est, vraiment l'effet des cultures associées sur la hauteur de notre, lentille. Donc ici, on a notre modalité lentille pure, hein, qui a été évaluée et en fait, quelle que soit, la modalité, considérée, donc quelle que soit la culture associée considérée, on a, pour, ces 2 essais qui sont présentés ici, enfin ces 2 sites d'essais, un maintien d'une hauteur, en termes de la culture de la lentille. Donc la différence de hauteur est quand même de 30. Donc bon, c'est vrai que la lentille, c'est une culture qui reste, assez proche du sol, hein. Mais du coup, effectivement, le fait d'avoir une culture associée, ça va quand même permettre de faciliter, la récolte parce qu'on va maintenir, une certaine hauteur, sur la culture. On a, le même type de résultat, hein, sur les associations, quand on regarde, la verse. Donc il faut savoir que l'année dernière était une année vraiment, on va dire, très favorable, hein, à la verse avec, voilà, il y a eu vraiment beaucoup de parcelles de lentilles, qui étaient complètement versées, donc c'était, ben, un critère important à observer. Donc ici, vous avez en fait des notations de verse qui ont été réalisées, sur les différentes modalités. Et puis donc quand on est, proche de 0, ça veut dire que la verse a été assez faible et puis plus on monte vers 10, plus on a une verse, qui va être marquée. Donc comme on peut le voir, notre modalité de culture, en seul, donc la lentille pure, elle est, particulièrement versée, hein, avec une notation moyenne qui est proche de 9. Et puis finalement, dès qu'on arrive à être sur une modalité avec une culture associée, on va avoir, quand même une diminution de l'averse, donc qui va être plus ou moins marquée avec, une diminution très forte pour l'association lentille, avoine. Hem et donc enfin le dernier aspect, qui a pu être, évalué, l'année dernière, donc c'était, l'effet des cultures associées sur la pression au niveau des adventistes.
Des notations Baralis ont été, réalisées, sur les différentes classes d'adventices observées. Donc en fait, les adventices principales observées ont été, notées et en fait, il y a une notation de classification qui est accordée selon, la densité des plants par mètre carré. Le souci qu'il y a eu sur l'année 2021, c'est que cette, infestation, donc le salissement des essais, mais c'était le cas également sur l'ensemble des parcelles, a été très fort, donc en particulier en fin de cycle avec, la forte pluviométrie et du coup, on s'est retrouvé avec, des notations qui n'étaient pas, nécessairement discriminantes entre les différentes modalités parce qu'elles étaient toutes au maximum de la notation Baralis. Donc ici, c'est l'extraction en fait de la densité d'adventices, par mètre carré qui a pu être, analysée. Donc on a, notre premier paquet de résultats, au niveau, lentilles moutarde, et lentilles pures. Donc en fait ici ces 3 modalités sont, assez proches, hein, ce qui montre qu'on a un effet assez restreint de la moutarde sur la pression des adventices, en fin de cycle. Par contre, quand on passe aux autres modalités de culture associée, là, on va avoir, un effet plus ou moins marqué, en particulier sur le kénopode. Donc, c'est vraiment des premiers résultats. L'idée, ça va être de pouvoir les retester, heu, donc la lors de la prochaine, enfin de la campagne actuelle, qui sont reconduits sur le même réseau de partenaires, pour vraiment confirmer ces premières observations avec, un contexte d'année qui, je l'espère, sera plus, enfin moins atypique en fait, plus cohérent avec, ce qui se fait habituellement en lentilles et qui permettra également d'évaluer l'effet de ces associations sur le rendement de la culture principale et puis également sur le rendement de la culture associée. Donc pour finir, je souhaitais faire un petit focus sur l'association lentilles-blé. Dans le cadre de l'essai West Solent, en fait, le blé a systématiquement été estimé parce que c'est pas quelque chose qui est particulièrement pratiqué, hein, sur la façade, nord-ouest, on va dire, parce que bah, il y a pas forcément la filière pour le tri. C'est pas le choix qui est réalisé par, Calisol. Donc Calisol qui est localisé dans le sud-ouest français, a travaillé, dans le cadre de la thèse de Loïc Viguier avec l'INRA de Toulouse, sur, cette association lentilles-blé et en fait, ils ont montré qu'il y avait, une limitation de l'averse, une diminution des adventices à la récolte et que ces 2 cultures, elles pouvaient être vraiment complémentaires pour l'utilisation de l'azote, notamment avec un blé qui était, enrichi en termes de teneur en protéines, donc qui avait un intérêt pour eux, sur leur filière. En revanche, ils n'ont pas d'impact sur le taux de grains brochés en post-récolte. Ça peut pas être un levier de lutte, pour limiter la broche. Donc c'est vraiment un choix de filière avec, voilà des adaptations des structures de tri, pour trier ces 2 cultures. Merci pour votre attention et puis on peut passer aux questions, si vous souhaitez avoir, des informations complémentaires. Merci beaucoup Zoé. Alors pour le moment, j'ai pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas surtout à en à en poser. Moi, j'avais juste une petite question, j'allais dire, niveau, Kivio. Tu avais mentionné tout à l'heure tout ce qui était, effet possible sur les ravageurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des pistes sur des tuteurs qui pourraient soit, j'allais dire, avoir un effet répulsif ou alors un effet peut-être, piège comme on a pu le voir sur d'autres cultures? Heu, alors à ma connaissance, non. En fait, c'était un objectif, hein, du projet, Ouest Solène sur la campagne 2021. L'idée, c'était de pouvoir tester, le taux de grains brochés, sur les différentes modalités, donc avec les cultures associées qui avaient été testées. Parce que c'est vrai que la broche reste un ravageur vraiment très problématique sur la lentille et bon, avec les problèmes de récolte qu'il y a eu, ça c'est des choses qui ont pas pu être évaluées. Donc j'espère que, l'année 2022 permettra de tester, cet axe-là.
petite question, au niveau de l'estimage, est-ce que ça a pu être mis en place finalement durant cette année? Est-ce que ça a été facile, compliqué? Parce que c'est vrai que ça rajoute une opération en plus, même si comme tu le disais au départ, notamment pour le blé, ça permet d'éviter complètement les problèmes de résidus, hein, de grains, donc de gluten, hein. Oui, oui, en fait, sur la lentille, comme c'est une culture qui reste assez basse, l'estimage est quand même assez pratiqué, par les agriculteurs. Donc, voilà, c'est une opération pas enfin, qui se fait, très bien et puis qui permet aussi, d'estimer quand les adventices commencent à pousser au-dessus de la lentille, pour éviter qu'elle puisse, relarguer des graines, sur la parcelle. Donc c'est pas quelque chose voilà, qui est particulièrement, compliqué à mettre en place et des choses qui peuvent se retrouver dans l'itinéraire technique sur la lentille en bio. Alors j'ai une petite question de monsieur, Laurentin, c'est concernant, l'avoine. Alors déjà une petite précision, est-ce que c'était de l'avoine nue qui a été associée à la lentille? Et est-ce qu'on a une idée de l'impact sur le rendement de la lentille? Parce que là, comme tu disais, on n'a pas pu le mesurer, mais est-ce qu'avec, j'allais dire, les connaissances qu'on a par ailleurs, est-ce qu'on peut avoir une idée? Hem, oui, alors, j'ai plus les chiffres de densité de semis en tête, mais effectivement, ça a été testé, dans l'est français. Et par rapport à la lentille pure, on avait une baisse, de rendement sur la lentille associée à l'avoine, mais avec un intérêt parce que, bah, du coup, il y avait, on pouvait faire la double récolte avec l'avoine. Heu, donc oui, de mémoire, mais il faudrait que je retrouve, les densités exactes qui avaient été enfin, les densités de semis exactes qui avaient été testées. Mais effectivement, on a une légère baisse de rendement sur la lentille. Eh beh, merci beaucoup Zoé d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci encore pour cette présentation. Alors, je vois une question qui arrive, sur la toute fin. Oui, bonne question, j'allais dire. Comment réussir un sursemis de camine justement dans la lentille? Comment vous avez fait? Et finalement, si tu as un petit retour d'expérience, comment ça s'est passé? Alors là, bah, dans le cadre des essais, ça a été fait, on va dire, à la main, sur les essais Terrinovia. Le souci, en fait, de la camine, c'est quand on fait un semis, bah, en mélangeant les graines, on risque d'avoir, la camine qui va se concentrer à un endroit parce que le PMG des graines est quand même assez différent. Donc sinon la possibilité, c'est de mélanger les graines de camine avec, de la semoule ou enfin voilà bah, pour essayer de répartir ces graines de façon homogène et qu'elles soient pas concentrées à un endroit sur la parcelle. Et c'est comme ça que vous avez fait le sursemis ou là, vous l'avez fait de manière différente? Ah non, tu disais c'était à la main, pardon. Oui. Et alors j'ai juste une dernière question et après on va passer à l'intervention suivante. Pourquoi ne pas parler de l'association avec du seigle ou de l'épeautre d'hiver ou du lentillon, pratiqué couramment notamment chez, Biocer? Oui, effectivement, sur le lentillon, il y a également cette pratique-là. Donc c'est vrai que j'ai choisi de pas en parler parce que c'est quand même pas la majorité de la filière, lentilles en France aujourd'hui. Et puis, bah, tout simplement parce qu'au sein de Therinovia, on a assez peu de recul, hein, sur cette pratique. Mais, mais je pense que enfin, c'est des choses qui peuvent aussi être intéressantes, notamment parce que, bah, voilà, c'est sur une lentille qui va être, enfin un lentillon qui va être semé à l'automne, voilà, on a aussi ces pratiques-là, ouais, ouais, effectivement. Et sur ce dernier cas, je sais que notamment ça avait été testé par la chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Peut-être d'ailleurs, monsieur Poupeau, avez-vous entendu, parler, voilà, de ces essais? Mais il y avait plusieurs, tuteurs qui avaient été, testés avec, le lentillon et donc il y a une synthèse qui a été produite et qui est disponible. Eh beh, écoutez, nous arrivons au terme, voilà, de cette intervention. Merci encore Zoé et puis, je vais laisser, la main donc au prochain intervenant. Donc là, on va faire un pas de plus, j'allais dire vers la récolte puisqu'on va se diriger vers l'étape du fauchage en dénage. Donc, je laisse la parole à monsieur, Florent Georges, donc qui voilà, nous parler de cette technique de manière générale et de son retour d'expérience, au sein de la cumette du Jas. Donc Florent, c'était à vous. Eh bien, merci, mais bonjour à tous. Je vais vous parler un peu
De la récolte à proprement parler, alors bien évidemment, il n'y a pas que la récolte, il y a c'est un entremêlement de choses qui la favorise et qui permet de l'optimiser aussi par ailleurs. Euh, donc notamment la récolte en deux temps, sur la technique donc du fauchage en drainage, notamment donc des oléoprotéagineux. Alors j'ai fait quelques focus sur certaines cultures que dans le département du Gers on avait peut-être un peu plus l'habitude de travailler. Donc voilà, si jamais il y a des questions sur des cultures dont j'ai pas abordé, voilà, faudra pas hésiter à me le signaler. Donc, ben, très trivialement, voilà, le fauchage en drainage qui, comme je vous le disais ou comme vous le savez déjà, est une alternative à la récolte en coupe directe en grande culture. Euh, alors pourquoi on est revenu à des pratiques ben, finalement qu'on connaissait assez bien. Je pense notamment aux cultures de betterave, de luzerne, porte-graines. On avait notamment du matériel comme des bêta-coupes, des choses comme ça qui en fait étaient ni plus ni moins que du fauchage en drainage avec des matériels potentiellement un peu moins sophistiqués mais qui finalement sur le principe étaient absolument la même intervention. Et pourquoi, dans un deuxième temps, utiliser un pick-up à la récolte? C'est vrai qu'il y en a qui le font avec des coupes, avec des doigts releveurs. On se rend compte que ça reste une alternative, bien évidemment. C'est pas la meilleure des manières d'optimiser cette récolte en deux temps, d'autant plus si on peut pâtir de certains aléas climatiques pendant le séchage des engrais. Euh, donc, dans un premier temps, pourquoi voilà le département du Gers? Alors, je connais pas spécialement les autres départements de manière très pointue, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu une recrudescence ces deux trois dernières années de cette pratique-là, en lien notamment, pardon, en lien notamment en fait avec le fait que sur à peu près 80 000 hectares de culture en agriculture biologique, on a à peu près 9 000 hectares que je vais appeler un peu des cultures délicates au niveau de la récolte, donc qui sont notamment le pois chiche, le sarrasin, la lentille, le lin, le colza et un tout petit peu de haricots. Donc c'est vrai que Zoé en a parlé tout à l'heure vis-à-vis notamment donc de la verse, de la lentille, du côté aussi floraison indéterminée. Et c'est vrai que aujourd'hui, on se rend compte que malgré, alors j'y reviendrai pas après coup, mais malgré un surcoût a priori finalement de la récolte, on se rend compte quand même que on privilégie et on capitalise énormément sur l'aspect qualitatif de la récolte derrière. Et c'est vrai que ce surcoût quand même est largement tamponné par rapport à l'aspect qualitatif de la récolte. Donc le fauchage en drainage, bon, très trivialement, ce sont des choses que je pense tous autour des ordinateurs ont en tête, mais c'est dans un premier temps, ça a été voilà pallier les défoliants chimiques en culture porte-graines. Ça a été un peu le, le- la marche incontournable qui nous a fait nous intéresser de plus en plus près à cette technique-là. Ça a un aspect, comme le disait Zoé, d'homogénéiser la maturité des cultures à floraison indéterminée. C'est vrai que j'ai pas mis la lentille, mais on avait souvent, nous, dans un premier temps, le sarrasin, le pois chiche, la chia, ou, comme ça a été dit précédemment, dès lors que les conditions d'humidité et de température sont favorables, c'est une plante qui, si vous avez des conditions climatiques qui sont bonnes jusqu'au 25 décembre, sont en capacité de fleurir et de faire des graines jusqu'à temps que le climat le permette. Donc c'est vrai que en termes de contraintes culturelles, nous, à un moment donné, on a besoin de lui dire stop. Et c'est vrai qu'on se rend compte, pour avoir utilisé, parce que je suis aussi par ailleurs agriculteur dans les Hautes-Pyrénées en agriculture biologique, pour avoir fait les deux typologies de récolte en coupe directe et en fauchage en drainage, notamment pour un aspect sarrasin, autant vous dire que c'est le jour et la nuit. Donc c'est vrai que on a un aspect qui est beaucoup plus optimal sur la récolte parce que derrière on a un grain qui est aux normes,
parce que on a du coup une qualité de battage qui est bien plus importante parce que une moissonneuse batteuse c'est pas une ensileuse, donc c'est vrai que quelquefois on va rentrer un peu dans de la verdure et inévitablement on va venir dégrader la qualité du battage et de la séparation dès la sortie en machine. Donc là déjà voilà, on va avoir quelque chose qui est aux normes, qui est en termes d'impureté beaucoup plus propre et qui du coup, si ce sont des cultures qui sont amenées à être triées derrière, vont permettre de se faire, en tout cas ces phases de triage vont se faire de manière beaucoup plus facilitée parce que justement on a un élément sur lequel on travaille qui est sec et ça c'est vrai que c'est de première importance. Ensuite, c'est vrai que on a nous sur les coteaux gersois également des parcelles qui vont avoir des endroits un peu plus séchants, des parcelles hétérogènes du point de vue hydrique. Et donc c'est vrai que ça va permettre de limiter l'égrenage sur les parties séchantes. En coupe directe, on a le facteur limitant qui est la partie toujours la moins avancée qu'on va attendre que cette partie-là soit à maturité pour pouvoir y rentrer. Le seul problème, c'est que la partie qui était déjà très avancée, elle est quasiment grainée sur pied. Et donc du coup, c'est vrai que ça peut être problématique sur des cultures qui ont ce fort potentiel d'égrenage. Et donc du coup, ça, on va essayer de le tamponner, on va le limiter un peu pour justement là avoir un aspect bien évidemment un peu plus quantitatif en termes de récolte dans la benne, tout simplement. Il y a aussi pas mal de gens qui ont saisi cette opportunité pour, alors c'est vrai que c'était avancer la date de récolte, mais c'est pas une fin en soi d'avancer la date de récolte pour avancer la date de récolte. C'est vrai que c'est souvent étayé par des mauvaises conditions en fin de cycle, des salissements ou la réalisation d'une double culture. Et c'est vrai que ça, dans le cas de semis en deuxième culture comme du soja, comme du sarrasin, derrière des pailles notamment, c'est vrai que on va gagner 8 à 10 jours sur la période du mois de mi-juin jusqu'à fin juin. Et c'est vrai que là, ces jours-là, en termes d'unité chaleur, sont extrêmement importants. Et donc c'est vrai que ça nous permet de venir, je dirais, faire un peu plus qu'une culture dérobée, mais vraiment, c'est pour ça que je l'appelle, voilà, on a plutôt tendance à l'appeler double culture dans ce sens-là. À savoir, je fais une petite aparté là-dessus, mais que dans le cadre d'une réalisation d'une double culture, on a toujours, en définitive, par rapport à l'inscription à la PAC, la culture qui doit être inscrite, c'est celle qui est majoritaire du 15 mai au 15 septembre. Donc en général, c'est souvent la deuxième culture qui est à inscrire, et il faut faire attention dans l'aspect rotation parce que nous, on a des gens qui sont peut-être un peu trop gourmand sur l'aspect culture et assolement au niveau soja et c'est vrai que mais quand vous faites deux soja de suite et que derrière vous faites une double culture par exemple orge soja vous avez 3 ans de soja donc il faut y faire attention et puis je vous en ai parlé également un peu c'est l'aspect d'augmenter la qualité de battage et ça c'est vrai que sur l'impureté à la récolte pour des gens qui livrent je dirais en sec entre guillemets leur récolte à la coopérative. Déjà c'est quand même un sacré différentiel qu'il peut y avoir sur le paiement derrière parce qu'en fonction des impuretés on a quand même pas mal de delta à ce niveau-là et pour ceux qui voudraient le retrier pour faire ou de la semence ou tout simplement voilà pour dissocier des cultures associées par exemple on va avoir une facilité beaucoup plus importante sur l'aspect triage parce que on va avoir quelque chose encore une fois qui est sec. Euh, donc voilà sur l'aspect. Alors il y a peut-être des choses sur lesquelles j'ai un peu moins insisté, mais je me suis concentré un peu sur les aspects un peu fondamentaux et sur ce qu'on retrouvait de manière générale sur les intérêts de la technique du fauchage en déniage. Là, c'est un exemple de lin. C'est un exemple de lin dans le Gers où notamment, alors on s'en rend compte sur le lin, sur le pois chiche, sur la chia, où là, malgré que ce soit aussi des plantes à floraison indéterminée, on va avoir là un réel intérêt de le faire pour grouper les maturités.
Là, on le fait vraiment pour ça, et c'est vrai que, en plus du fait que, le lin est assez compliqué à battre en coupe directe si les conditions ne sont pas bonnes, si la tige est toujours humide et tout ça, qui fait que, enfin moi je vois des agriculteurs qui font pas mal d'hectares de lin, qui ont eu l'habitude de le faire en récolte directe, et qui une fois qu'ils ont goûté au fauchage en ménage, ils ne sont jamais plus revenus en arrière, parce que derrière, on a vraiment, en plus d'avoir une facilité de récolter ça, on n'a pas tous les inconvénients. Je ne sais pas s'il y en a autour qui se sont déjà un peu arraché les cheveux. Je ne vais pas parler pour moi parce qu'il m'en reste pas beaucoup, mais sur le fait d'enrouler enfin de faire de la filasse avec le lin et de péter des lamiers, des barres de coupe, que ça s'entortille au niveau des rotors, que ça soit emmêlé au niveau des batteurs et à l'intérieur de la machine. Donc c'est vrai que quand on a ces situations-là, sur des mois qui sont un peu chauds, et ben, c'est vrai que passer 2 heures au champ pour débourrer tout ça, c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que le fauchage en ménage, pour le coup, est une réelle technique sur l'aspect facilité de la récolte. Une deuxième, c'est vrai que c'est un peu aussi cet aspect-là qu'on a voulu travailler et qu'on voyait en ligne de mire sur l'aspect fauchage en ménage, c'était notamment le salissement en fin de cycle, et qui permettait donc de dessécher les adventices pour limiter justement l'aspect très vert et donc très humide dans les andins, donc au niveau de la récolte. Et donc ça, c'est vrai que j'y reviendrai après coup, mais bon, ça c'est une parcelle de lentilles. Mais c'est vrai que Zoé a parlé tout à l'heure aussi d'essimage. Et ça, c'est vrai qu'on se rend compte que autant pour certaines cultures qui sont plutôt hautes, l'essimage est très discutable, enfin de mon point de vue, parce que on a du mal à faucher les inflorescences, et on est obligé, je dirais techniquement, de par le peu de différences qu'on va avoir sur des cultures, par exemple, je vous prends de la folle avoine dans du blé, ou des raies gras ou des choses comme ça, eh bien ça va être très difficile de ne pas taper dans l'épi tout en enlevant un maximum d'inflorescence de l'adventice. Et quand bien même on arrive à faire ça, on se rend compte et bien que les inflorescences ont déjà des grains qui sont pâte dure et en définitive qui ont la capacité de germer. Donc là, du coup, on se rend compte que c'est des passages qui en entreprise vont être à peu près de l'ordre de 35-40 euros de l'hectare à peu près, en fonction des cultures. Et donc du coup, si derrière c'est pour couper, juste se faire entre guillemets un peu du bien aux yeux, et puis en définitive ne rien retarder vis-à-vis de l'ensemencement du salissement des parcelles après coup, c'est vrai que c'est un peu dommageable. Le cas de la lentille, c'est particulier, comme le cas du pois chiche, comme le cas de la chia, comme le cas des cultures basses. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de passer, de faire des interventions d'essimage, et qui est, à mon avis, dans le cas où c'est possible, conseillé, parce que c'est vrai que ça va avoir un effet beaucoup plus en amont du fauchage en ménage, ce qui va faire qu'on va venir faucher des inflorescences avant qu'elles ne grainent, ce qui permet notamment de limiter pour des lentilles, je pense à la blonde ou à la lentille corail, d'éviter notamment de ce qu'elles soient tachées quand elles sont en contact avec les graines au moment du fauchage en ménage dans les andins. Donc c'est vrai que l'essimage est est assez intéressant sur ces cultures basses, parce que là, pour le coup, on va beaucoup mieux arriver à le valoriser. Euh, donc ça, c'était l'aspect, voilà, un peu dessiccation des adventices dans le cas de salissement tardif. Techniquement, quand faucher, alors ça c'est toujours la grande question. Mon grand-père avait toujours l'habitude de me dire c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et là c'est un peu pareil, j'ai envie de dire. Même si on a des marqueurs, c'est-à-dire que on a grosso modo un delta d'humidité de grain entre 25 et 30%, où on sait que on va être au stade où la maturité physiologique est atteinte, et que donc la fauche peut d'ores et déjà démarrer. On se rend compte que, par exemple, on va avoir pour des colzas
plutôt tendance à rentrer avec la faucheuse andaineuse sur des humidités qui sont de l'ordre de plutôt 35% d'humidité. 35% d'humidité, grosso modo, c'est des siliques qui sont vertes avec à l'intérieur des grains qui sont bruns. Donc du coup, voilà, on va avoir des petites spécificités par culture et des petits marqueurs qui vont nous faire dire, tiens, là c'est le moment. Et c'est vrai que, je le dirai un peu plus tard, le gros danger toujours et très souvent ce qui se passe, mais bon, ça c'est vrai que c'est encore une fois, c'est en, c'est en étant aguerri à la technique et en le faisant, et surtout, j'ai envie de dire malheureusement en se trompant, qu'on se perfectionne aussi. C'est souvent en attendant trop que le bien est plus néfaste en définitive que le fauchage en ménage, parce que on va augmenter les grenages, on va perdre potentiellement aussi en PMG, donc en poids à la récolte. Donc c'est vrai que on a toujours tendance à rentrer trop tard. Ça c'est un constat qu'on fait. Alors il y a les conditions climatiques du moment qui font que, mais de manière générale, on a quand même toujours tendance à rentrer trop tard. La lentille, par exemple, vous voyez, là, ça y est marqué, 30% des gousses inférieures jaunissent. Clairement, nous, dans l'aspect gersois, alors Steven pourra le compléter et le détailler plus que moi, mais là-dessus, nous, on se rend compte que quand on a la parcelle qui commence à virer, quand un tiers de la parcelle commence à virer au jaune, on sait qu'on peut rentrer avec la faucheuse. Pour du lin, on va avoir les 80% des capsules, par exemple, qui vont virer au brun. Donc on voit souvent, à tort d'ailleurs, hein, des lains où on se dit, oh là là, mais il rentre à faucher, en fait c'est vert quoi. Et en définitive, c'est pas le lin qui est vert, hein, c'est le salissement qui fait qu'on a l'impression que la culture elle est fauchée verte, alors qu'en définitive elle n'est pas du tout fauchée verte. Elle est vraiment, elle est encore une fois en maturité physiologique. Donc on a toujours ces petites spécificités en fonction des cultures, mais avec, je dirais, une ligne directrice qui est de l'ordre, voilà, suivre de l'ordre de 25-30% d'humidité. Les lentilles, grosso modo, nous on sait que quand on va commencer à battre de l'orge, on va commencer à aller regarder la lentille. Parce que ça va commencer potentiellement à tourner, le colza idem. Donc c'est vrai que voilà, on va aller y faire attention parce que justement pour éviter de se laisser passer les stades optimaux. Au niveau des séchages des andins, alors c'est une période qui bien évidemment varie en fonction de la climatologie, mais on est à peu près entre 4 et 10 jours. Et il faut bien garder à l'esprit que le but, c'est qu'on ait un séchage qui soit, rapide, homogène, et donc, comme je mets là, attention aux gros andins. En fonction de certaines cultures, en fonction de certains matériels qu'on peut avoir, c'est vrai que, par exemple, aller faucher et andainer de la lentille avec une coupe de 7,50 m, honnêtement, ça me choque pas. Aller faucher une culture de colza avec la même coupe, là, du coup, alors, le colza, peut-être, c'est moins problématique parce que ça fait des andins qui sont volumineux, mais qui, en termes de biomasse, ne sont pas trop, ne sont pas trop pesants, entre guillemets. Donc, c'est vrai que là, la contrainte technique du colza va être la capacité matérielle de la coupe à laisser passer l'andin. Donc ça, il y a des matériels qui sont aujourd'hui plus ou moins adaptés. Mais par exemple, je pense notamment quelquefois à des luzernes porte-graines. Luzerne porte-graines où quelquefois on va avoir sur du 7,50 m un andin qui est posé à plat et quelquefois on a des coupes qui regroupent deux andins de chaque côté. Et donc du coup on a sur 7,50 m multiplié par 2, on a 15 mètres de récolte sur un passage. Donc c'est vrai que pour sécher l'andin, il faut quand même des conditions qui sont bonnes et c'est pas toujours le cas justement sur notamment des andins qui sont à forte teneur en biomasse et qui sont posés à même le sol. Donc c'est vrai que ça, il faut y faire attention. On a une Cuma qui est équipée avec une faucheuse andaineuse avec 4 mètres de coupe et ils se rendent compte, ils fauchent des céréales notamment, ils se rendent compte que sur ces aspects-là, la qualité et la grosseur des andins fait que ils ont une capacité de séchage qui leur permet eh bien de passer entre les gouttes, et j'ai envie de dire, quelquefois, quand on a un jour de moins de séchage, ben, c'est peut-être un jour de moins de risque à ce que l'andin reste sous la pluie.
Donc ça, c'est vrai que c'est aussi, ça peut être aussi, très important sur cet aspect-là. Le le dernier élément, je dirais, de cette chaîne de récolte, c'est la reprise des andins. Alors la reprise des andins, on le voit, il peut y a ça peut être fait, souvent, avec ce qu'il y a sur la ferme, hein, avec une coupe avec des doigts releveurs. Heu, c'est vrai que ça se fait, ça fonctionne, c'est pas l'optimal. C'est pas l'optimal pourquoi? Parce qu'en définitive, on se rend compte que bon, déjà, vous allez devoir passer en dessous de l'andin, au plus près du sol. Donc, on se rend compte que ben, vous allez recouper dans quelque chose qui est un peu plus humide. Donc, bon, c'est un peu contre-productif par rapport à l'aspect du séchage de l'andin. Et puis derrière, c'est vrai que on va avoir passé sous un andin, par exemple, quand vous avez du blé qui est posé sur 15 ou 20 centimètres d'éteule, bon, c'est assez facile. Passer sous un andin de luzerne, déjà, ou de lentilles, qui plus est, si il y a un épisode orageux qui est passé et où l'andin est complètement plaqué au sol, bon, là, je vous fais pas un dessin, c'est vrai qu'il y a quand même des pertes qui peuvent être non négligeables à la récolte, et c'est vrai que le pick-up, lui, a cet avantage-là, eh bien, en définitive, lui, il est juste là pour juste soulever l'andin, et c'est l'avancement de la machine, c'est le fonctionnement du pick-up qui fait que l'andin monte dans le convoyeur de la machine. On n'a pas du tout, on a l'impression que les picots du pick-up ramènent l'andin, en définitive, non, il le soulève, et les picots sont jamais après à la verticale par rapport à ça. Donc, il y a pas d'andin qui est tiré, c'est vraiment la machine qui passe une fois que juste l'andin est soulevé. Donc, vous ramassez pas de terre, vous ramassez pas de cailloux et vous recoupez pas dans du verre. Donc ça, c'est quand même relativement important, notamment sur des andins qui ont quelquefois, là j'ai eu le cas cette année, des andins de luzerne porte-graines qui ont mis 15 jours à sécher. Autant vous dire que sous l'andin, c'est pas très sec, quoi. C'est même plutôt bien vert. Bon, là c'était de la luzerne, mais c'est vrai que par exemple pour de la lentille, pour du pois chiche, des choses comme ça, il peut y avoir des phénomènes de taches de la graine qui pour le coup là peut être préjudiciable sur la qualité de la récolte, notamment sur différents contrats qui peuvent être faits. Donc c'est vrai que bon, alors un pick-up aujourd'hui c'est voilà c'est toujours un investissement supplémentaire, mais c'est vrai que alors, je vous ai mis les deux photos. Vous avez à droite un pick-up McDonald's qui est un pick-up je veux dire natif, hein, qui est quoi, en construction, qui sort d'usine comme ça, et puis on a aussi des pick-up comme sur la partie gauche qui viennent s'adapter en fait à des coupes qui viennent s'emboîter en fait dans le lamier de la coupe, et qui permet d'avoir une espèce de polyvalence du matériel sur l'aspect récolte, parce que bon, un pick-up voilà c'est de l'ordre de 15 à 20 000 euros aujourd'hui. Je pense que ça a dû peut-être augmenter encore malheureusement, mais bon voilà c'est un investissement qui est non négligeable. Toujours est-il que on se rend compte que la, le côté très aléatoire du fauchage en dénage, quand je parle de côté aléatoire, c'est de dire on peut très bien faucher un jour, on a regardé la météo, ça avait l'air d'être plutôt bon, et puis paf, arrive ce qui arrive, tu sors du champ, tu prends 50 millimètres sur l'andin. C'est ce qui nous est arrivé nous, pour du sarrasin l'an passé, donc bon, on est un peu content du voyage, mais c'est vrai qu'on se rend compte quand même, en fait, qu'avec le pick-up, on a une capacité de ramasser même dans des conditions qui nous paraissent vraiment délicates, qui sont très importantes, et donc qui est quand même à privilégier si jamais il y a la possibilité, bien sûr. Florent, il va falloir, terminer dans les 5 minutes. Ah, dans les 5 minutes, c'est parfait. Point de vigilance, comme je disais tout à l'heure, c'est le fauchage tardif pour éviter l'amplification des risques d'égrenage. C'est le séchage trop long des andins, donc ça qui est directement lié en définitive avec la grosseur des andins. Donc c'est vrai qu'en fonction de ce qui est à récolter, il faudra faire attention, même si on a une coupe en 7,50 m, de peut-être ne pas faucher andainé en coupe pleine pour éviter ces grosses hauteurs d'andins. Des céréales, comme je vous le disais, à poser sur 15 à 20 centimètres d'étole dans la mesure du possible. Ça, c'est vraiment le top pour que vraiment l'air circule et que le séchage se fasse en 3-4 jours. Et le coût d'une fauche, aujourd'hui, on est voilà, à peu près entre 60 et 80 euros de l'hectare en fonction
en fonction des cultures. Comme j'ai dit, bon, c'est vrai que c'est des choses qui sont que j'ai un peu redit. L'important, c'est vrai qu'on avait pas mal d'entrepreneurs qui, en termes de contraintes techniques, parlaient de reprendre l'andin à rebrousse-poil, notamment avec des coupes avec doigts releveurs, pour justement en fait avoir les têtes des épis qui rentrent en premier dans le tablier de la coupe, pour que si jamais, eh bien l'égrenage se fasse dans le tablier et ne soit pas perdu au champ. Et c'est vrai que sur l'aspect un peu lentille, on se rend compte que ça permet donc de limiter le séchage excessif des étages inférieurs, et ça c'est vraiment très souvent un risque de casse. En tout cas, nous c'est ce qu'on peut voir dans le Gers. Une meilleure qualité de battage par notamment la diminution des impuretés, même si on peut avoir du salissement tardif, et puis le cas de taches de grains qui peut être donc préjudiciable pour des cas de contrat. Ça a été dit aussi, c'est un peu de la redite par rapport à ce qu'a dit Zoé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que la lentille, à partir du mois de mai, elle fait ses vrilles, donc le désherbage mécanique, il s'arrête. Donc, grosso modo, le désherbage, il s'effectue principalement, c'est courant avril, pour limiter le salissement. On peut également, j'en ai parlé tout à l'heure, faire un ou deux essimages si jamais c'est faisable. Et puis, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, le mieux est l'ennemi du bien. On a toujours tendance à penser que c'est pas grave si on fauche un peu tardivement, au moins je suis sûr que ça sera mûr. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte qu'on a des pertes en quantité sur la partie égrenage et en qualité, et qui revient également aussi à l'aspect quantitatif, sur la baisse du PMG, parce qu'on va faucher avec des indices comment dirais-je, d'humidité de grain qui sont inférieurs et qui donc du coup sont moins mobilisables pour le remplissage du grain par derrière. Donc ça c'était voilà une essimeuse sur de la lentille. Et là c'était un peu l'aspect un peu récapitulatif de la chaîne de récolte sur voilà, donc ça pourra vous être distribué, il y a aucun souci. C'est avec mon collègue de la chambre d'agriculture du Gers qu'on avait fait ça, donc pour retracer un peu tous les éléments du fauchage en dénage, toutes cultures confondues, j'ai envie de dire, sur les grands principes. Voilà, j'ai un peu accéléré, je suis un peu désolé, je me suis peut-être un peu endormi sur le milieu, mais Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir, tenu, les 5 minutes. Alors, on a plusieurs questions. Donc une question, en fait, la première c'est sur le pois chiche. Est-ce que oui. vous auriez, une estimation si on passe en fauchage et en drainage sur le pois chiche, ça permet d'avancer la récolte de combien de alors là, il y a marqué semaines, je ne sais pas si on peut aller jusque là, mais en tout cas, voilà, de combien de temps ça Alors, permet d'avancer? non, là on n'est pas sur des semaines, hein, c'est vraiment, comme je disais, voilà, là vous l'avez, un délai, le déclenchement de la fauche, c'est 8 à 15 jours avant maturité normale, donc c'est dans le meilleur des cas, c'est 15 jours et c'est déjà beaucoup. Mais là, sur du pois chiche, on va être plutôt de l'ordre, je dirais de 8 jours maximum, d'une huitaine de jours à peu près maximum. Merci. Alors il y avait une question qui était sur le stade optimal du fauchage en culture de lentilles, et vos retours sur ce point, mais je crois que vous avez quand même en grande partie répondu sur, durant Ben l'intervention. nous, c'est vrai que on se rend compte que c'est voilà le tiers de la parcelle qui commence à virer au jaune. On sait qu'on peut rentrer on sait qu'on va pouvoir rentrer à faucher. On est à peu près la lentille, on est le top, c'est 22-25% d'humidité. Là, c'est vraiment le top. Et comme je vous dis, avec à l'appui ce repère un peu visuel qui est le tiers de la culture qui vire au jaune. Après, voilà, Steven, ça apportera peut-être des éléments là-dessus qui pourront compléter ce questionnement-là sur la lentille. Et juste une question pour être bien sûr que ce soit de la lentille verte, de la lentille, blonde et cetera, c'est même, même combat entre guillemets, Tout à même fait, ouais. repère? Tout à fait. D'accord. Et alors une question, c'est une culture, c'est vrai que vous aviez, pas abordé, mais pas beaucoup dans le Gers. Est-ce que vous auriez des références pour le stade de fauche pour du lupin? Alors du lupin, c'est vrai que ouais, non, ça, ouais, non, ça en fauche, on n'a pas du tout. Je peux me renseigner, je peux essayer de me renseigner, mais là, honnêtement, comme ça, non, j'en ai pas là. C'est vrai que c'est pas très répandu chez nous. Ça déteste le calcaire, hein, le lupin. Et ouais, ouais, c'est pour ça, c'est pas, on n'a pas.
Et ben, écoutez, merci beaucoup Florent, en tout cas pour cette intervention. Ah, j'ai une dernière petite question et ce sera la dernière. Ouais. Ah oui, la fameuse question, alors sur la pluie après le fauchage, c'est-à-dire que quand on a une pluie qui arrive juste après la fauche, faut-il intervenir tout de suite ou faut-il plutôt attendre et voir ce qui se passe? Alors, c'est-à-dire qu'il pleuve et que ça Que qu'il pleuve la avant la fauche ou sur un andin? après, c'est-à-dire en fait l'andain, vient d'être mis ou a été mis il y a peut-être 1 ou 2 jours, il se pluie, pardon, il pleut à ce moment-là. Ouais, alors on se rend compte que par expérience, c'est moins problématique qu'il n'y paraît. C'est vrai qu'on voit toujours, des andins qui peuvent être mouillés par la pluie parce que ça malheureusement c'est un peu la contrainte du fauchage andonnage. Mais c'est vrai qu'on se rend compte alors hormis, des pluies, diluviennes, qui voilà, mais sinon, la le matériel fauché, biologique est déjà sec si vous voulez. Donc c'est un peu comme quand vous allez, je veux dire, tremper dans l'eau une brindille de paille, c'est pas pour autant qu'elle va alors s'humidifier, oui, mais elle va pas pour autant verdir, de fait. Et c'est vrai que malgré tout, l'andin arrive à sécher par ailleurs derrière. C'est vrai que ça peut arriver qu'on intervienne avec des retourneurs d'andin qui juste prennent l'andin et viennent juste le retourner pour optimiser le séchage, mais c'est relativement rare d'avoir ce genre de choses-là. On a quand même toujours ce gain sur l'aspect. Ça sera toujours mieux et on y arrivera toujours mieux que de le récolter en coupe directe. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu, c'est une peur qu'on a. Et moi, je vous dis, cette année, j'ai fauché du sarrasin. Il a plu 55 millimètres 2 jours après. Bon, mais on a laissé 3 jours de plus à sécher et on a récolté un sarrasin qui est sorti aux normes à la batteuse. Donc, donc ça se fait relativement bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette, dernière, précision. Merci pour Avec cette plaisir. intervention et puis, donc on va passer justement à l'intervention donc de Steven Serrault, avec un focus, spécifique, sur la lentille et voilà le retour d'expérience, de la CAVAC, donc là en tant qu'organisme collecteur sur cette pratique. Bien Steven, c'est à vous. Très bien. Bonjour à tous. Hop, c'est bon, on voit la présentation, ouais? Très bien, c'est parfait. Donc oui, effectivement, là, on va faire un focus plutôt sur la lentille, hein, de la technique du fauchage en dénage. Donc pourquoi cette nouvelle technique, hein? Alors nouvelle, c'est pas vraiment nouveau, hein, mais c'est vrai que ça revient un peu à la mode là ces derniers temps, notamment nous ces 5 dernières années. Comme l'a dit très bien Florent, hein, donc ça va être un peu répétitif, mais très clairement, nous, le premier objectif sur la lentille, c'était de pouvoir récolter malgré un salissement des parcelles, parfois très, très important, quoi, notamment sur les lentilles bio. Hem, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après avoir fauché en dennais, on a un matériel, hyper sec et tout et on augmente vraiment le débit de récolte, avec la reprise de la moissonneuse-batteuse derrière. Donc, nos producteurs nous disent: «Bon, ben voilà, on améliore la qualité de récolte et cetera, très bien», mais c'est aussi une accélération des débits de chantier quand on a les blés à faire en même temps et cetera et beh, très clairement, ils voient un intérêt aussi de ce côté-là, quoi. Et puis, comme l'a dit très bien Florent, c'est homogénéiser la maturité notamment sur des reprises de floraison tardive. On a très bien pu s'en apercevoir l'année dernière, hein. On avait une lentille qui n'arrêtait pas de fleurir, qui se terminait jamais. Bon, là, on vient, très clairement couper le cycle. On va garder les premières gousses qui sont arrivées à maturité. Les étages supérieurs qui sont certes un peu moins secs, mais finalement, avec le fauchage en dénage, on arrive à avoir une maturité, globale sur la lentille et puis c'est parfait, quoi. On abaisse forcément le taux d'humidité, sur la lentille récoltée et on homogénéise tout ça, quoi. On arrive sur des taux aux normes, d'à peu près 16%. Bon, c'est absolument ce qu'on cherche, et la technique de fauchage en dénage le permet. Donc ça fonctionne très bien sur une lentille tutorée, ou non couchée. Alors c'est vrai que si on a une lentille qui est complètement plaquée au sol, par des orages d'été ou des choses comme ça, bon, c'est une technique qui devient là un peu plus compliquée, quoi. Pas infaisable, mais très clairement plus compliquée. Alors, faut savoir que les pratiques culturales en amont aussi sont hyper importantes, hein. Il faut une parcelle qui soit, roulée, parfaitement roulée pour qu'on ait, une surface la plus plane possible, ce qui va permettre justement, une fauche vraiment parfaite,
Heu et puis l'endainage derrière et forcément la reprise des andins, sera aussi facilitée, quoi. Et puis, comme l'a dit Florent également, hein, forcément on accélère la maturité, on peut gagner, sur une lentille, on peut gagner facilement une semaine. Donc c'est pas anodin, surtout quand on a des chantiers de récolte, céréales, hein, comme je le disais tout à l'heure, qui viennent en complément de la récolte de lentilles. Bon, faut bien réfléchir quand même en amont si un fauchage en drainage est nécessaire. Alors là, je parle aussi bien pour les cas, bio que conventionnels, parce que très clairement, c'est un coût de récolte supplémentaire, hein, autour des 70 €, aujourd'hui certainement un peu plus, de l'hectare. Bon, donc il faut quand même se poser la question si dans son système d'exploitation, on peut se permettre ce coût de récolte supplémentaire. Bon, très généralement, il est plus que valorisé, hein, ce coût, donc ça se réfléchit assez vite. Mais voilà, faut quand même y penser. Comme je disais tout à l'heure, en cas de lentilles couchées, bon, faut vraiment regarder si effectivement, cette reprise-là par fauchage en drainage, elle va se faire de manière optimale. Faut savoir que ça peut engendrer des risques d'égrainage enfin, plus importants, surtout si on s'y prend trop tard. Ça, c'est clair et net. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, en arrivant dans la parcelle. Est-ce que je fauche et j'endaine, au risque d'égrainer ou est-ce que j'y vais en direct? Et puis, beh, il y a le risque pluviométrie à appréhender, hein. Une lentille, c'est sûr au mois de juillet, si on a 30 degrés pendant 5 jours d'affilée, bon, on est sûr que voilà, ça va passer, ça va être parfait, quoi. Mais bon, il y a le risque météo, les orages, les choses comme ça et puis, si, au contraire, on a que 15-17 degrés pendant 3-4 jours, bon, ça peut être insuffisant donc ces 4-5 jours de séchage, je dirais que ça, c'est le minimum. Et puis, bah, Florent l'a très, très bien dit aussi, hein, c'est reprise avec un pick-up, hein, avec une coupe classique, c'est bah, très clairement, on va perdre du grain, on va perdre de la matière, ça c'est clair et net. J'ai mis à minima avec des doigts releveurs, mais là je rejoins vraiment Florent, c'est si on n'a pas d'autre choix, si on n'a pas autre chose. Mais le pick-up reste la solution la plus efficace, ça y est pas photo. Alors, face à une récolte, directe, donc la récolte directe, elle va quand même permettre, finalement d'avoir certaines années peu de pertes au champ ou peut y avoir moins de pertes au champ qu'avec un fauchage en drainage. Bon ça, tout dépend un peu des configurations parcelles et cetera, hein. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Toujours est-il que, beh, voilà, quand on rentre en direct, dans la parcelle, c'est que généralement la matière est sèche, on est déjà aux normes au niveau récolte ou à peu de choses près. Et puis, on a des risques météo, beh, voilà, qui sont sur la journée ou sur 2 jours, donc qui sont bien mieux maîtrisés que si, voilà, on anticipe un fauchage en drainage. Donc là, on part sur une semaine d'anticipation, quoi, grosso modo. Donc une récolte directe, bon, voilà, sur certains aspects, ça peut être quand même plus facile, quoi. Et puis, si on a une lentille, couchée, bon, beh, une reprise en direct est souvent, voilà, avec des dos releveurs est souvent un peu plus facile. Les points d'attention, hein, quand on compte y aller, en direct pour récolter cette culture-là, bah, c'est que la parcelle, il faut qu'elle soit propre parce que là, forcément, les taux d'impureté, les taux d'humidité, on va remonter tout ça dans la machine, ça va remonter notre grain à des taux d'humidité qu'on ne souhaite pas. Ça demande également d'attendre une maturité à 90-100. Alors sur une lentille, c'est pas toujours évident parce que, il suffit qu'on se prenne un coup d'eau pour qu'elle reparte en végétation, et donc ça peut complexifier très clairement ces aspects de récolte directe. Heu et donc problématique sur parcelle sale, comme je disais tout à l'heure, ça c'est un délire. Donc le stade optimal pour le fauchage en drainage, là je vous ai mis quelques photos, pour se rendre compte un petit peu. Très clairement, on va regarder l'ensemble des grains sur les différents étages de la plante. Alors la lentille, très souvent, on va commencer à avoir des grains secs par le bas et puis plus on va monter, moins les grains seront matures en haut. Donc faut essayer de faire une moyenne sur la plante globale et lorsqu'on voit qu'on a quasiment que des grains verts, donc là je parle vraiment de lentilles vertes, hein, à Anicia. Quand on a que des grains verts, c'est que là, grosso modo, c'est beaucoup trop tôt, quoi. Là, les grains, ils ont même pas leur marbré, on dirait quoi que ce soit. On n'est même pas à maturité, physiologique de la plante. Donc là, très clairement, on est trop tôt. Lorsqu'on commence à avoir des grains un peu marbrés et cetera, c'est qu'on se rapproche, finalement d'une maturité physiologique, heu et donc on va pouvoir commencer à se poser la question de: «Est-ce que je dois aller faucher, ou pas?» Alors moi, de manière globale, pour avoir une idée assez simple, hein, pour me fier voilà, à dire à l'agriculteur: «Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas?» Je regarde au global la parcelle, je vois à peu près 30 de plantes, grillées très matures, 30 de plantes jaunies et puis 30 de plantes vertes. Là, je me dis très clairement: «Je suis pas loin de pouvoir y aller».
C'est un peu la question que je me pose. Alors après, je vais arracher des plantes, je vais regarder la maturité au global sur les plantes, hein, de haut en bas. Mais voilà, c'est un premier aspect. Et là, je rejoins aussi Florent, hein, quand on commence à avoir des plantes grillées, c'est que, finalement, on est vraiment prêt d'y aller, quoi. Bon après avec toute l'hétérogénéité parcellaire qu'on peut avoir, chez nous, hein, sur nos différents terroirs, bon, c'est pas toujours évident, sur ces déclenchements-là, quoi. Puis là, quand on a des plantes comme ça, hein, c'est que, très clairement, là, il faut même plus se poser la question du fauchage jardinage. On est bien trop tard, il faut y aller en direct, là. On a des plantes qui sont grillées, brûlées, du gras qui est déjà aux normes, à 14-16 d'humidité. Heu, Aucun intérêt d'aller faucher en déné, à part vraiment si on a un salissement exceptionnel, mais on sait qu'on va égrener forcément par cette technique-là. Donc côté triage, là, Florent on a beaucoup parlé aussi, donc je vais aller forcément très vite, mais c'est clairement un réel atout, hein, le fauchage en dénage pour le triage à réception, hein, au niveau de la coopérative, il y a pas photo. On diminue fortement déjà le taux d'humidité, on va arriver avec un taux d'humidité aux normes, 14-16 je le répète. On va avoir beaucoup moins d'impuretés. Heu, donc ça facilite vraiment le boulot de tout le monde et puis, forcément le producteur est aussi beaucoup plus satisfait parce qu'il a un taux de déchets bien moindre qu'il pourrait l'avoir en récolte directe finalement. Donc homogénéité du lot, maturité, homogène également, humidité stabilisée, enfin voilà, il y a tous les atouts pour ces techniques-là, de ce côté-là. Et puis forcément, des questions de séchage également, hein. Forcément, si on réduit le taux d'humidité, on a un grain aux normes et c'est une culture qui n'est finalement pas séchée, hein. Avec les cours qu'on voit aujourd'hui, très clairement, si on peut éviter cet aspect-là, c'est pas anodin, quoi, loin de là. Donc là, sur notre zone, hein, je voulais juste faire un petit focus en 3 mots, sur notre zone, Cavac, donc Vendée, hein. Très clairement, c'est une technique qui est en essor depuis à peu près 5-6 ans. Heu et aujourd'hui, il faut savoir que tous nos bio, la grande majorité des bios qui pratiquent cette culture-là, maintenant, passent par le fauchage en dénage. Alors pas de manière systématique, à la parcelle, s'ils voient qu'il y a une parcelle qui peut être un peu problématique, trop sale et cetera, voilà, ils commencent à s'équiper ou alors il y a des ETA qui sont équipés et il faut intervenir ces gens-là pour faire le fauchage en drainage. Mais ils se posent finalement de moins en moins la question et ils prennent l'initiative de par eux-mêmes de récolter leurs lentilles, soit en récolte directe, soit en fauchage en drainage. On est là pour les appuyer, mais heu, mais voilà, ça devient finalement une technique assez simple, assez facile pour eux, quoi. Donc, largement pratiqué pardon, par les bio, pas seulement, hein. L'année dernière, ça a été une récolte très, très compliquée à cause de la pluviométrie et on a vu du salissement, repartir, chez nos conventionnels également et voilà, certains ont fait le choix, voilà, avec notre soutien de partir également sur un fauchage, un drainage chez des conventionnels parce que beaucoup de graminées, parce que beaucoup d'impuretés, et donc ça a permis de sauver quand même quelques récoltes, quoi. Donc les conventionnels s'y intéressent aussi, maintenant de près, heu, sachant qu'on commence à avoir des échecs de désherbage sur la lentille, hein. On n'a pas énormément de solutions de désherbage sur lentille, donc c'est des techniques qui commencent à être regardées de très près, même par nos conventionnels. Et puis dans des cas où il faut arrêter le cycle végétatif de manière un peu plus concrète, que par la météo et cette technique-là le permet aussi. Donc, petite conclusion, hein, j'aurais été assez vite, mais petite conclusion, le fauchage en drainage, c'est clairement une technique qui permet de sauver certaines situations face soit à des échecs de désherbage, donc là, je pense au conventionnel, soit en bio, parce qu'on a une population de mauvaises herbes qui est bien trop importante, ou face à une météo qui est un peu capricieuse, on l'a tous connu l'année dernière. Et puis, un petit point quand même, pour moi, ça ne doit pas s'amorcer de manière systématique, hein. Faut bien regarder à la parcelle, une lentille qui se tient très bien debout et qui est propre, et qui est déjà à maturité. Enfin voilà, il y a pas forcément besoin de passer par cette technique-là. Toujours est-il que, elle sauve bien des situations. Les bio en sont, parfaitement contents, hein. Ça permet vraiment de gagner sur de nombreux aspects. Merci beaucoup Steven. Alors on a une question. Est-ce que le risque de germination sur pied est plus ou moins important avec un fauchage en déneige? Non, il est pas plus important si les facteurs sont réunis pour que ça se passe bien, donc tout ce qui est aspect, météo notamment, hein. C'est sûr que si on va se prendre, 10 jours de pluie sur les andins, bon, beh, forcément, on va avoir une dégradation du produit, hein, donc de la lentille.
heu, notamment par du pourrissement, par de la germination de graines et cetera. Mais si on se prend, allez, 1 ou 2 jours de pluie et puis que derrière ça revient à sécher, c'est une matière qu'on va très bien reprendre. La germination ne sera pas initiée, parce qu'on va redescendre le taux d'humidité et puis, finalement, on aura un produit, tout à fait acceptable. Merci et moi j'aurais une question, j'allais dire par rapport à l'équipement des agriculteurs parce qu'on a vu entre vos 2 présentations, vous disiez: «C'est quand même mieux de le faire au pick-up». Il y Ouais. a quand même l'investissement aussi finalement donc pardon, une faucheuse endaineuse plus le pick-up, hein, ça fait sortir quand même un petit billet. Est-ce que vous, sur votre zone, ça a été un investissement qui a été plutôt individuel, plutôt collectif? Est-ce qu'ils ont, en gros, peut-être retardé l'investissement du pick-up, voilà, pour gérer tout ça ou est-ce que ça s'est fait, très facilement? Non, mais c'est généralement les ETR, hein, qui s'équipent et puis, qui font la prestation, je dirais. C'est plus de ce côté-là. Les agriculteurs eux-mêmes, ne sont pas tous équipés, ça c'est clair. Mais, heu, mais les ETA voyant l'engouement et puis faut dire que nous, chez nous maintenant, on a quand même un panel de cultures assez important, heu, qui viennent à être fauchées en DNE et donc, les ETA ont bien été obligés de s'équiper, pour répondre justement à ces demandes sur le territoire. Merci. Et j'ai, juste une dernière question, mais c'était par rapport au tout début de votre intervention quand vous disiez finalement que fauchage en drainage, c'est mieux, quand la lentille ne se bouge pas. Oui. Est-ce que ça veut dire aussi que derrière, j'allais dire vous avez, aussi un conseil sur finalement l'utilisation d'un tuteur pour, prévenir d'ailleurs que ce soit pour le fauchage en drainage et même la récolte directe, hein? Oui, donc bah, déjà, voilà, on fait partie du projet, W Solent, hein, donc on étudie les différents tuteurs possibles. Alors nous, historiquement, Cavac, on met à disposition, voilà, notre lentille avec du lin de printemps, pour justement avoir cet effet tuteur. Donc le lin marche très bien lorsqu'il est bien implanté, il marche très bien en tant que tuteur. La difficulté qu'on peut avoir sur le lin, bah, c'est qu'il peut être soumis à des attaques d'altise, des choses comme ça. Heu, mais toujours est-il que quand il est là, il a vraiment son rôle de tuteur et puis, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il avait finalement, il était assez peu concurrentiel de la lentille, donc c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Toujours est-il qu'on étudie quand même différents tuteurs. La cameline semble être un très bon candidat aussi, quand elle est bien dosée parce que, heu, une cameline peut être très, très concurrente si on a une densité un peu trop élevée, quoi. Mais, heu mais du coup, voilà, l'aspect tuteur, pour des récoltes par fauchage en drainage, à la suite derrière, ça fonctionne très, très bien. D'accord et juste une dernière question avant de passer à la suite, c'est est-ce que c'est possible selon vous de faucher avec une faucheuse double lame type chanvre pour une lentille? Oh, ça me semble compliqué. Alors après, j'aurais peut-être un peu de mal à répondre de manière, ça me paraît compliqué quand même. Avec ce matériel-là, je pense que je sais pas, j'en ai pas l'assurance, toujours est-il, mais, ça me paraît pas être le matériel le plus adéquat. Eh bien, merci beaucoup Steven. Je remercie aussi, Stéphane en caisse de la Chambre d'agriculture Pays de la Loire qui vous a mis dans le chat une, vidéo voilà sur un témoignage d'agriculteur sur le fauchage des lentilles vertes en Vendée, donc que je vous laisserai regarder par la suite. Donc je vais, terminer ce round sur le fauchage en drainage, donc je m'introduis moi-même, c'est magnifique. Donc moi, je vais vous parler du fauchage en drainage en colza, voilà et du retour d'expérience qu'on a pu collecter au niveau de Terrinovia. Donc, Audrey, je te passe la main pour la gestion du temps. Alors, hop, hop. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai fait des bêtises et je vais mettre aussi ma caméra. Hop, pardon. Est-ce que c'est bon pour le diaporama? C'est bon, Cécile, juste le mettre en plein écran. Oui, et si je commence par le début, ça serait peut-être mieux. Hop, alors, tchouk, 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 excusez-moi. Ah, je l'ai mis au ah voilà, c'est bon. Alors, Tu te donnes combien de temps, Cécile, tu m'as dit? un quart d'heure. Un quart d'heure, parfait, merci. Alors, au niveau de cette présentation, donc, j'allais dire le maître du fauchage en drainage, sur Colza de Vonovia, donc, c'est monsieur Jean-Louis Ducat. Donc là, je vais assurer la présentation en son nom parce qu'il ne pouvait pas être là, ce matin, mais vous avez ses coordonnées, je vous donnerai ses coordonnées tout à l'heure si vous avez des questions sur ce sujet-là, je serai contente de lui adresser en complément de ce que je vais pouvoir, vous répondre.
Donc, en colza, les situations dans lesquelles on va se poser la question, dans des nids du colza, il y en a plusieurs. La première, c'est lorsqu'on a des régions qui sont exposées au vent, on va voir pourquoi après. Des parcelles comme, ce qui vient d'être dit, précédemment, qui sont très hétérogènes en maturité ou des parcelles qui se sont salies, donc en cours de culture. Donc ce qu'on peut dire sur les régions exposées au vent, le problème du vent, en fait, c'est que, il va provoquer, le mouvement, en fait, des plantes et donc il va créer des chocs entre les siliques et là, en fait, ces chocs entre siliques vont créer, en fait, l'ouverture des siliques et c'est là qu'on va avoir un problème, j'allais dire, d'égrenage et donc là, en fait, avant qu'on arrive à la récolte, tout est tombé au sol. Donc ça, c'est ce qu'on voit notamment ces régions, enfin les régions exposées au vent, en particulier les régions côtières. Ce qu'on se pose comme question aussi au niveau de Terrinovia, c'est que finalement, avec aujourd'hui un dérèglement climatique qui s'annonce, avec des orages qui risquent d'être plus violents, plus fréquents en fin de cycle, est-ce que voilà, ce cas de figure qui était autrefois réservé entre guillemets aux régions exposées au vent, est-ce que finalement on va pas le retrouver ailleurs, un peu de manière un peu plus importante? Voilà, c'est une question qu'on se pose. Dans les régions exposées au vent, on va avoir 3 facteurs aggravants qui vont faire que justement on va avoir, de l'égrenage de manière importante. C'est un mauvais état sanitaire, donc en fin de cycle, quand on va avoir, voilà, des maladies qui vont se mettre au niveau des siliques qui vont en fait provoquer leur déhiscence. Forcément, si vous avez une silique qui est déjà en train de s'ouvrir, un coup de vent va achever le travail. Problématique aussi si on a une faible densité de pieds par mètre carré ou alors aussi ce que l'on peut voir quelquefois des colzas qui sont vraiment assez enfin, qui n'ont pas beaucoup de ramifications, qui ont quelquefois que leur rame principale. Donc ça veut dire que ça, c'est des plantes qui ne vont pas pouvoir s'appuyer les unes sur les autres lorsque le vent va les toucher et donc là, c'est pareil, les chocs entre siliques vont être plus importants. Et enfin, troisième facteur, Hem, c'est si on utilise alors des variétés qui ont une tolérance faible à l'égrenage. Donc là, c'est un test qui avait été fait, sur un de nos essais, donc en 2012. En fait, on a mesuré, la résistance à l'ouverture des siliques. Donc là, quand on leur appliquait un poids, hein, dessus très clairement, c'est pour ça que c'est exprimé en newton et vous pouvez voir qu'entre la 4 variétés qu'on a testées, on a quand même une résistance à l'ouverture qui varie, du simple au triple en fonction des variétés. Donc ça, c'était d'autant plus vrai, j'allais dire, sur les variétés qui étaient inscrites il y a quelques années, voire dizaines d'années. La tolérance à l'égrenage s'est quand même beaucoup améliorée sur les variétés, plus récentes, mais voilà, petit point d'attention, malgré tout. Alors, autre condition, que l'on voilà, qui peut déclencher un fauchage en drainage, donc on en a parlé, c'est le problématique des sols hétérogènes. Donc sol hétérogène, donc les vallons, les coteaux, les petits terrains à cailloux, en fait, on va avoir des zones qui vont être plus ou moins séchantes et donc avec des maturités qui vont arriver, j'allais dire en décalé. Et ce que me disait mon collègue, c'est que justement de loin, on peut voir un petit peu ces zones un peu vertes. Malgré tout, sur l'ensemble de la parcelle, c'est quand même très difficile d'arriver à définir de manière, vraiment très claire les zones qui vont être, plus ou moins à maturité. Quelquefois, on les voit en fait quand la batteuse, quand la moissonneuse arrive dedans. Donc quand on a ce risque finalement, dans ces cas-là, la question de faucher l'intégralité de la parcelle pour ramener tout le monde à la même maturité est quand même une option intéressante. Et enfin, c'est les situations avec du salissement, de la parcelle, hein. C'est cette histoire de verre à la récolte, qui va arriver. Comme le disait Florent tout à l'heure, la moissonneuse, elle est faite pour récolter du sec, pas du vert. Et donc c'est les situations très hétérogènes en entrée d'hiver, hein, donc là, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de trous que de colza, qui peut entraîner un salissement au printemps. Ou alors encore, le cas qui peut arriver quelquefois, c'est-à-dire qu'on a semé du colza en association avec une plante compagne et cette plante compagne n'a pas gelé et s'est beaucoup développée sur la fin du cycle et donc là, on a pas mal de vers à la récolte. Donc dans toutes ces situations-là, on doit se poser la question, voilà, de est-ce qu'on passe ou pas avec, enfin, on passe d'une récolte en direct plutôt à une récolte en fauchage en drainage. Alors, quand déclencher l'engrenage, ça a été dit depuis tout à l'heure, juste pour vous dire, c'est ce que disait Florent, au niveau du colza, on déclenche, l'endénage entre 25 et 35 d'humidité, donc c'est plutôt entre 35 et 25 parce que plus on avance dans le cycle et plus, ce sera sec. Quand on dit Florent disait tout à l'heure, vous avez des siliques vertes qui s'ouvrent et les grains sont bruns. Là, vous avez une illustration, j'allais dire en image, entre du 35 d'humidité et du 25 d'humidité. Vous voyez que quand on arrive à 25 d'humidité, on est presque plus sur des graines noires et non plus sur des graines brunes. Donc il faut vraiment avoir ce mélange là aux alentours de 30-35 pour déclencher, le fauchage en drainage. Puisque là, c'est ce que je vous ai rappelé, mais c'est ce qui a été dit pas mal de fois tout à l'heure, c'est que quand on arrive en fait
à une humidité qui est trop faible. Dans ces cas-là, quand on va faire du fauchage en drainage, on risque de l'égrenage et finalement, on aura pas mal de pertes durant cette opération. Alors, petite chose aussi, c'est que quand on pour déclencher l'endénage, il faut et ça a été dit déjà, c'est qu'il faut absolument prélever un échantillon pour voir en fait où on en est sur la maturité. Alors ce que me disait mon collègue, c'est qu'on le plus qu'on prélève de plantes, le mieux, c'est le mieux. Malgré tout sur un colza, quand il arrive à maturité, c'est quand même voilà, c'est quand même une grosse plante. Donc quand on commence à regarder sur 2, 3 plantes, c'est vraiment le grand minimum. Il y a quelques fois, je vais dire, on s'arrête là. Il faut regarder à différents endroits de la parcelle, hein, bien évidemment. Et donc, ce que me disait mon collègue, c'est qu'il faut vraiment regarder, prélever les ramifications secondaires beaucoup plus que les ramifications de la hampe principale, puisque c'est celles qui vont faire le rendement. C'est sur elles, en fait, qu'il faut se baser pour déclencher voilà, le, le fauchage en drainage. Donc la marche à suivre, j'allais dire, quand on va rentrer dans cette étape de fauchage, cette étape de fauchage en drainage, c'est après avoir prélevé son échantillon, voilà, déclencher, quand l'humidité des graines est bonne. Il faut déclencher l'endainage tôt le matin. Alors mon collègue me disait 7 heures. Après, ça, je vous laisserai juger, mais en gros, il faut qu'il reste un petit peu d'humidité résiduelle sur la végétation parce que en fait, ça facilite la mise en andin. En fait, la végétation glisse mieux et ça facilite la mise en andin par rapport, en fait, à une végétation qui va être beaucoup plus sèche. Au niveau du séchage, c'est environ 7 jours de séchage, ça peut être moins, si les conditions sont avec nous et puis ensuite donc on va venir, récolter ces endroits. Ce qui est important, c'est quand même d'arriver à faucher le colza relativement haut. Alors il me disait entre 40 et 60 centimètres. 60 centimètres pour lui, c'était vraiment le max, il fallait pas aller au-delà, tout simplement pour faciliter le séchage. Au niveau du colza, c'est quand même une chance qu'on a, c'est-à-dire que, on peut mettre un andin relativement haut pour qu'il puisse être quand même bien aéré. Alors au niveau des faucheuses andeineuses, donc là en fait sur cette photo-là, c'est la faucheuse andaineuse, j'allais dire, équipe agri. Donc c'est la faucheuse du colza par excellence. C'est celle que l'on trouvait pas mal dans les années 70. Années 70 où on avait des parts de coupe beaucoup plus restreintes, on avait des variétés qui s'égrenaient pas mal. Donc en fait, où le fauchage en drainage était beaucoup plus pratiqué sur colza qu'aujourd'hui. Et donc là, vous avez toutes les caractéristiques techniques. Petite chose, c'est qu'elle a une hauteur de coupe qui est très haute, hein, 50 centimètres. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment la faucheuse indéneuse colza, parce que si vous avez des cultures qui sont à ras de terre, vous pouvez pas utiliser, ce type de matériel. L'avantage, clairement, c'est son prix, hein. On est sur un prix qui est aux alentours j'allais dire 20 000 à 25 000 €, sachant que si vous utilisez par contre un petit tracteur, il faut rajouter derrière une centrale hydraulique pour pouvoir la faire tourner. Quand on disait petit tracteur, c'est du, 100 chevaux. Et puis après, vous avez d'autres, faucheuses andeineuses qui sont comme celles qui vous ont été montrées tout à l'heure. Là, c'était la Onebi, qui a un prix qui est quand même, beaucoup plus importante. L'avantage, c'est que sur ce type de faucheuse andaineuse, bah, ça peut tout faucher parce que tout simplement ça va, voilà, ça va jusqu'à entre guillemets, «ras de terre». Les écueils à éviter lorsque l'on parle de fauchage en drainage sur colza. Donc, c'est la même chose que ce qu'on a pu dire sur les autres cultures. Donc, quand on a une mise en andin qui est trop tardive, le problème qu'on va pouvoir avoir, c'est qu'on peut avoir de la germination sur pied. Vous les voyez là sur les photos, vous avez des graines qui commencent à germer, des styliques en fait, qui se sont ouvertes, hein, tout simplement, parce que bah, justement on est arrivé trop tard. Les graines étaient à maturité, on a reçu un petit coup d'eau et paf, j'allais dire, la germination s'est enclenchée. À savoir que ce phénomène-là est particulièrement renforcé, si on a de la maladie qui était présente en fin de cycle déjà sur les colzas. Parce que, en gén ces maladies, en fait, elles vont continuer à se développer sur l'andin et elles peuvent provoquer, en fait, la déhiscence des siliques. Et donc là, faciliter aussi le phénomène de germination sur pied. Si par contre la maladie, j'allais dire, n'était pas là avant le fauchage en drainage et se développe après, en général, elle va pas beaucoup se développer et ça va pas être trop prégnant. C'est vraiment si elle est présente, avant. Il te L'autre reste 5 minutes, Cécile. Normalement ça va le faire. Au niveau de l'autre problème, donc de la mise en andin trop tardive et de l'ouverture des cycliques, c'est qu'on peut aussi avoir de la germination sous l'andin. Donc dans les 2 cas, en tout cas, on perd des graines.
On parlait aussi de mise en andin séchage sous la pluie. Donc, quand on a de la pluie qui est annoncée ou de la pluie qui se fait pendant le fauchage en drainage, l'idée, c'est vraiment de le mettre suffisamment haut pour justement qu'il y ait pas mal d'aération qui puisse se faire sous l'andin. Aussi, réduire le volume de l'andin si on peut pour favoriser justement l'aération. Dans le cas d'un colza, le fait de retourner l'andin, c'est très, très difficilement envisageable. Si vous l'avez testé, je veux bien avoir votre retour d'expérience. Et dans le cas d'un andin qui est tassé par la pluie, là, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est quasiment une reprise au pick-up obligatoire. Donc au niveau de la récolte des andins, alors classiquement, c'est vrai que ce qui s'est fait, en tout cas dans les années 70, c'était une récolte à la moissonneuse batteuse. Utilisation d'un releveur d'épi, comme ça a été dit tout à l'heure, ça facilite la reprise. Et dans le cas où on a investi dans une rallonge de coupe colza, ça peut arriver, c'est pas gênant en tout cas pour la reprise de l'andin. Après, il y a j'allais dire, quelques petites choses de bon sens. La reprise de l'andin doit se faire dans le même sens que celui de passage de l'andaineuse et il faut qu'on ait une largeur d'andin qui soit inférieure à la largeur de coupe de la moissonneuse, batteuse. Petite astuce aussi que l'on a pu voir pratiquer chez quelques agriculteurs, c'est, au niveau en fait, dans les parties, entre les andins, le broyage des tiges entre les andins, en fait, ça permet d'éviter la remontée dans la machine, en fait, de tiges qui sont restées vertes et donc ça facilite derrière la reprise. Alors au niveau de cette partie des fauchages en drainage sur colza, ce qu'on peut dire, c'est que l'endénage sur colza, c'est un peu comme ce qu'a dit Steven tout à l'heure, il faut que ça reste un joker dans les situations à récolte difficile. Si on peut y aller en direct, comme on disait tout à l'heure, ça a quand même un surcoût, faut pouvoir l'amortir. Donc voilà, j'allais dire, situation à bien peser, mais pour ceux qui ont déjà fait du colza en bio et qui sont allés jusqu'à la récolte, on peut avoir des parcelles qui sont quand même, très sales. Donc ça peut vraiment être un atout, à ne pas négliger justement pour pouvoir valoriser malgré tout ces parcelles. Et donc là, c'est les petits conseils pratiques que je vous remettais, que vous avez retrouvés j'allais dire dans le reste de la diapositive. Couper au bon stade, bon degré d'humidité. Le matin, couper assez haut et ça permet une reprise de l'andin donc avant la date de récolte classique et comme tout le monde l'a dit avant, ça permet aussi, voilà, de mieux gérer les chantiers de récolte. Nous allons parler cette fois-ci de récolte, de la récolte en direct. Donc je vais laisser la parole donc à Philippe Cristante, heu, pour nous parler justement des astuces et surtout des bonnes pratiques pour, avoir une récolte réussie. Puisque, là, toutes ces astuces et tous ces réglages peuvent permettre justement de faciliter, j'allais dire, la récolte le jour J et de gagner quelques quintaux, ce qui est toujours, quand même, ma foi, fort sympathique. Donc, Philippe, eh ben, écoute, je te laisse la parole, voilà, pour, terminer en beauté, cette matinée. Bonjour à tous, Philippe Cristante, responsable de la station d'Ancrambade, donc qui est située au sud de Toulouse, pour faire simple, donc un peu éloigné un peu de votre secteur. Je pense qu'on va pouvoir rester dans des choses qui sont valables pour tout le monde. Donc, en premier lieu, je ne vous parlerai pas, parce que ça a été super bien fait par mes collègues, de voilà, tout ce qui est endénage, récolte avec pick-up. Mais on va directement rentrer dans la partie récolte en direct, voilà, pour essayer de faire, voilà, de pas être redondant. Alors là, il faut savoir que quand on parle de récolte, on est devant une culture qui est à son maximum du potentiel. Voilà, là, on peut rien plus promettre aux agriculteurs que leur culture en place. Ils ont tout fait ou pas en fonction de ce qu'ils ont pu, voilà, pour amener cette récolte euh, au mieux au niveau du rendement. Donc tout est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on ramasse tout? Est-ce qu'on en laisse un petit peu ou pas beaucoup, ou beaucoup par terre? Voilà, donc la question va se poser maintenant, puisqu'on est dans la moissonneuse batteuse et devant la culture. Alors on en a pas mal parlé ce matin. Ça, c'est des recettes qui sont valables, qui sont toujours valables pour toutes les cultures et pour toutes les moissonneuses. Il y a aucune moissonneuse qui peut passer au travers de ça. Donc c'est une culture à maturité. Ça, c'est la base pour pouvoir récolter en direct. Euh, voilà, il faut que ce soit à maturité. Bien évidemment, une moissonneuse qui est bien équipée, parce qu'on verra par la suite qu'en fonction qu'on a du colza, qu'on a de la lentille, qu'on a du soja, du tournesol, et on ne peut pas tout faire avec le même équipement. Il va falloir avoir des équipements spécifiques par rapport aux cultures. Bien évidemment, une moissonneuse bien réglée, parce que tout
tout va passer, tout va partir de là. Et voilà, là, on revient sur toute la partie endénage, une culture propre ou avec des adventices sèches. Chaque fois qu'on aura du verre qui va monter dans la moissonneuse-batteuse, ça va être la pagaille. Parce que la moissonneuse n'aime pas le verre. On réhumidifie toutes les parties, on réhumidifie le grain, on réhumidifie les menus pailles, et tout ça va avoir énormément sur les tables de triage, énormément de mal à être séparé, puisque tout va avoir le même poids en fait. On va avoir donc du mal à le trier par la suite. Alors on a pas mal parlé ce matin de pertes et j'avais eu l'occasion de présenter ça il y a quelques temps. C'est de les chiffrer ces pertes parce que, il faut quand même se rendre compte que c'est pas du tout négligeable. Alors là, on est dans une récolte de colza par exemple, on n'a pas d'extension de coupe à l'avant, donc on peut estimer qu'on va perdre, 1 quintal et demi à l'avant, à cause des rabatteurs et cetera, et on est sur des pailles, qui sont pas tout à fait mûres, donc on va rehumidifier la récolte quand ça va passer, dans le batteur. On va avoir du mal à trier tout ça, on va reperdre 1 quintal et demi, ce qui fait 3 quintaux hectares, et je vous promets, c'est pas exagéré quand on récolte pas dans de bonnes conditions. 3 quintaux hectares, c'est quelque chose qu'on voit assez couramment, et c'est d'ailleurs le résultat de la photo que vous voyez en bas. Quand on a à peu près ce tas de repousses, après une récolte de colza, on peut estimer qu'on était à 3 quintaux de perte. Donc, heu, aujourd'hui, sur du bio, on un peu tout confondu, on va être à 750 € tonne, du colza. Donc ce qui nous fait 225 € par hectare, ce qui est pas négligeable. Mais là, on va essayer d'agrandir un peu notre vision. On va partir, sur un agri qui a une vingtaine d'hectares de colza, et ça représente, ça mine de rien, c'est 3 quintaux, 4 500 €. 4 500 €, c'est juste un beau voyage, pour partir en Martinique ou en Guadeloupe. C'est ce qui peut rendre service après avoir récolté les, mmh, les colzas. Alors, on va reprendre un autre exemple aussi pour du soja. Lorsqu'on a, quand on va laisser à cause d'un mauvais équipement, une gousse par plante, après la récolte, avec 3 graines par gousse. Il faut savoir que quand même les gousses du bas qu'on va laisser sont bien souvent celles qui ont les plus gros grains. Donc, une gousse par pied, hein, 3 graines par gousse, 400 000 pieds hectares, ce qui fait 1 200 000 graines avec un PMG de 250 grammes. On va arriver également à 3 quintaux par hectare. 3 quintaux à 700 €, pardon, là il y a une erreur, 700 € la tonne, ça fait 210 € de l'hectare. Voilà, on remet, sur une grande surface, 6 300 € qu'on va pouvoir simplement récupérer, parce qu'ils sont là, hein. On les, voilà, on va simplement les ramasser, par un bon équipement, sur 30 hectares, voilà, ça fait une belle somme, et on en reparlera tout à l'heure. Par rapport à la coupe flex, ça représente, alors moi j'ai mon petit, cadre là qui m'empêche de dire, je crois qu'on est à 120 ou 130 hectares, de de récolte. Donc le gain de rendement enfin, pas le gain de rendement, pardon. Ce qu'on va pouvoir récolter en plus avec une coupe flex, est représenté par une 130 hectares de soja, ce qui est, c'est vraiment pas beaucoup de surface pour amortir, l'investissement d'une coupe flex. Alors, on va essayer de de voir pour, allez, une grosse partie des oléoprotéagineux, heu, qu'on a à récolter nous, quels sont les équipements qui vont pouvoir, améliorer grandement cette récolte. Donc en colza, on a bien évidemment les rallonges de coupe, donc qui sont entre 81 mètres, il y en a certaines qui sont même un peu plus longues. Là, on a, c'est quasiment le minimum avec ce que vous voyez sur le fond de la coupe, c'est, une scie verticale. C'est une ou 2 scies verticales qui vont pouvoir permettre de sectionner correctement, toutes les branches toutes les ramifications qui sont entremêlées, et éviter les arrachements, donc pour que tout rentre dans la moissonneuse. L'avantage de cette coupe,
c'est que le colza étant quelque chose qui branche de branchu, on va pouvoir avec grâce à cette rallonge de coupe, faire travailler un peu plus agressivement, j'ai bien dit un peu plus agressivement, les rabatteurs pour faire rentrer et pour provoquer un flux continu de cette matière dans la moissonneuse, sans enfin, les égrenages auront lieu. Ce qu'il y a, c'est que les égrenages seront récupérés par cette rallonge de coupe au lieu de tomber par terre. Voilà, donc ça c'est pour la récupération des graines à la perte. Alors, je vais, en fonction des cultures qu'on va dérouler comme ça, vous donner des ordres de grandeur, de de vitesse de batteur, d'écartement de batteur contre batteur, d'ouverture de grille, de type de grille qu'on peut avoir. Ce ne sont alors que des exemples. C'est souvent pris pour un batteur parce que je ne peux pas décliner tous les types de batteurs, que ce soit de type, transversal, axial et cetera. Donc voilà, j'ai pris pour un batteur de 6 à 650 millimètres, en général. Voilà, pour les exemples-là, sachez que dans tous les cas, ce ne sont que des points de départ. Il est hors de question, enfin ça c'est bon pour tous les battages, de prendre la revue technique de la machine, de regarder la vitesse que donne le constructeur pour un colza, de mettre ça, de rentrer dans la machine et d'attaquer sans surtout aller descendre, voir les pertes en arrière et voir la qualité de grain. Ça, c'est obligatoire pour toutes les récoltes. On part d'une base de travail, quand on ne connaît pas, et on fait quelques mètres et on va peaufiner les réglages de façon à être le plus adapté à la culture qu'on a dans la parcelle, à l'instant T, par rapport au taux d'hygrométrie qu'on a, etc. Donc, euh, ne jamais démarrer avec des réglages de base, mais après, même d'une année sur l'autre, hein, on peut pas se permettre d'avoir des réglages identiques d'une année sur l'autre. Donc, le colza, c'est marqué là-haut, il se bat de peur. C'est quelque chose qui est hyper facile à battre, le colza, dans la mesure où il est sec, où on rentre que du sec. Voilà, donc on va tourner avec des vitesses assez faibles, hein, 600 tours minutes, voilà, avec euh, des ouvertures quasiment maximum du contrebatteur. Alors, ça c'est une petite combine que je vous donnerai. Ceux qui ont fait du colza, qui ont, surtout par les années passées, qui ont déjà bourré avec du colza, laissez toujours au moins un cran avant d'avoir une ouverture maximum du contrebatteur. Si jamais vous bourrez, vous aurez toujours un peu de souplesse pour essayer de faire passer votre bourrage avant d'aller débourrer à la main. Alors, quelques équipements spéciaux hein, pour ce qu'on voit ici. C'est une rallonge de coupe. Un 6 mètres, ça vaut à peu près 8 000 à 9 000 euros. Et on trouve beaucoup d'équipements, voilà, de rallonge de coupe d'occasion. Et ça peut se trouver entre 2 et 3 000 euros. Voilà, pour une 6 mètres de coupe. Vous avez vu les gains de rendement qu'on peut avoir, pas les gains, pardon. Les gains en récoltant toute la récolte qu'on peut avoir, donc c'est très vite amorti. Et les scies verticales, c'est une scie verticale neuve, il faut compter 1 800 euros, voilà, la scie. Voilà, donc voilà pour du colza. Là, pour du tournesol, alors, tout a été dit enfin, par mes collègues tout à l'heure, hein, il faut rentrer ni trop tôt ni trop tard. Sur la photo de droite, voilà, on est beaucoup trop tard pour récolter du tournesol. Euh, il est sec, donc là, les palombes ont déjà commencé à bouffer pas mal et tous les oiseaux d'ailleurs, bouffer pas mal de graines, on a de l'égrenage, et la partie de gauche, bien évidemment, on est un peu trop tôt là, et on aura du mal à... Alors, l'avantage du tournesol, enfin l'avantage, il ne faut pas le voir comme ça. Une particularité du tournesol, c'est que, à la différence du colza, ou si vous récoltez trop tôt du colza, on aura des siliques vertes qui ne s'ouvriront pas, donc elles vont sortir dans l'andenne derrière telle quelle. Là, le tournesol, on a quand même plus de facilité pour tout battre. Ce qu'il y a, c'est qu'on va avoir une qualité de récolte très mauvaise, quelque chose de très sale, et des taux d'humidité de grains qui vont nécessiter du séchage. Et par les temps qui courent, le séchage, c'est excessivement cher. Donc, ça vaut pas le coup voilà, ça vaut le coup d'attendre surtout.
Donc vitesse du batteur, c'est des cultures qui se battent, très, très doucement, hein, entre 300 et 500 tours, heu, avec une ouverture de batteur contre batteur à 25-30 millimètres. Ça se bat assez facilement le tournesol, il n'y a pas besoin d'être bien agressif, pour récolter ça et voilà, une ventilation un peu réduite par rapport à du blé, tout ça, toujours pareil, ce ne sont que des ordres de grandeur. Alors pour le tournesol, là, vous avez devant vous quelques équipements plus ou moins spécifiques. Ouais, bien évidemment, plus ou moins onéreux, hein. Le Là, on a un équipement, qui s'adapte sur une coupe céréales. Donc c'est des plateaux, vous voyez devant là et des grands, diviseurs qui sont souvent fixés au plateau, hein, qui vont permettre de canaliser tous les pieds de tournesol et de récupérer les graines qui peuvent, par choc entre les capitules qui vont tomber, donc de récupérer ces graines, hein. Et ensuite, on a des coupes plus ou moins équipées. Ça, c'est des cueilleurs à tournesol, donc ils vont, heu, d'une part, très souvent broyer les cannes par-dessous pour éviter d'avoir, comme sur la photo de gauche là, les cannes qui restent en place et avoir une alimentation régulière parce que les tournesols sont amenés dans la moisse-batte par des chaînes. Voilà, donc on a une alimentation plus régulière, mais on a aussi des coûts, bon, bien évidemment, entre cet équipement de gauche et un cueilleur qui ne sont pas du tout du même ordre. Alors sur la photo de droite, voilà à peu près ce qu'il faut avoir lorsqu'on récolte du tournesol. Donc, en haut, avec le petit pouce à l'envers, là, des résidus, ça c'est à l'arrière de la machine, hein, la machine est passée. Donc, on a la sortie comment dire, des grilles et des secoueurs, hein. Voilà, là, on a une, enfin, des, des résidus de récolte qui sont beaucoup trop hachés. Donc, ça veut dire qu'on a un batteur qui tourne sûrement trop vite et ou qui est trop fermé. Voilà, la photo du bas, voilà ce qu'il faut avoir derrière lorsque la machine est passée. C'est des capitules bon, quasiment entiers ou coupés ou en 2 ou en 3 grands max et des tiges qui sont encore assez intactes. Voilà, ça veut dire on a un réglage qui n'est pas trop, trop agressif au niveau du battage. Voilà, là, on revoit les quelques équipements différents, voilà, des équipements de base avec là, ensuite des coupes avec équipés de broyeurs et des cueilleurs. Et sur la partie de gauche, vous avez, alors là, on est toujours en direct, hein, récolte il n'y a pas d'anténage, on récolte en direct dans cet exemple-là. Donc vous avez des photos euh, pour pouvoir les récolter au mieux, à l'optimum, lorsqu'une graine est entre 8 et 10 d'humidité. Là, on est vraiment à l'optimum puisqu'on est sur des taux d'humidité de conservation des graines à l'optimum. Voilà. Ensuite, quand on a du verre comme ça, mais c'est rare de voir des agris qui vont récolter du verre comme ça, on a très souvent par chez nous en tout cas, des agriculteurs qui attendent d'avoir des, des parcelles voilà, en surmaturité. Donc, régulièrement, on voit des lots arriver à 5-6 d'humidité. Donc, déjà, la grille perd au niveau du poids, hein, puisque là, on ne va pas lui remettre à 9 d'humidité, la coopérative ne lui remettra pas. Et il aura perdu pas mal de graines par égrenage à la récolte ou avant la récolte. Donc, ça, il faut vraiment être vigilant sur ces, les taux d'humidité pour pouvoir récolter au stade optimum. Alors là, on va avancer vers un autre type d'équipement, c'est pour du soja. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure dans le calcul, il faut essayer d'aller ramasser toutes les gousses. Donc, sachant que après, la hauteur d'insertion des premières gousses va être liée à des techniques culturelles. Si c'est sec, si c'est irrigué, ça va être lié aussi à des variétés, etc. Mais voilà, lorsque là, on arrive au moment de la récolte, il faut aller le plus bas possible. On a la possibilité d'avoir des coupes flex, donc des coupes flexibles qui vont qui se posent au sol, carrément sur des patins
en silicone qui vont glisser sur le sol et qui vont pouvoir s'adapter aux déformations, heu, aux déformations du sol. Voilà, ce qui va permettre d'aller ramasser très, très bas le les dernières pousses. Alors l'avantage de ce type de machine, c'est que comparé à des machines conventionnelles, pardon, comparé à des coupes conventionnelles, le le fait de pouvoir poser par terre va simplifier grandement, grandement le le la concentration du chauffeur pour la conduite. Les chauffeurs qui ont goûté à ce type de coupe ne reviendront plus en arrière, ça c'est évident. Parce que, on va pouvoir voilà, c'est la coupe est posée au sol, elle glisse, c'est fluide, ça entraîne pas de terre, qui va monter dans la coupe et il gagne très, très facilement entre 1 et 2 km/h de plus, avec par rapport à une coupe classique. Alors ce qui est énorme, parce que le soja, on est souvent au mois d'octobre et les périodes pour récolter risquent d'être un peu courtes et avec une coupe de alors mes calculs, c'est voilà, avec une coupe de 7 mètres, on peut gagner 6,5 hectares à 7 hectares de récolte en plus par jour, ce qui est quand même, non négligeable. Voilà, alors une autre combine pour ceux qui n'ont pas malheureusement encore investi dans ce type de coupe, c'est, pour améliorer une qualité de récolte, enfin une facilité de récolte avec du soja, c'est lorsqu'il y a pas mal de feuilles qui sont au sol, qui sont toujours un petit peu humides, on peut, récolter au lieu de récolter parallèle aux lignes, on se donne un peu d'angle, alors ça si la parcelle le permet, on se donne un peu d'angle par rapport à la ligne de semis, donc semis à 25 ou 30 degrés et la coupe va passer au-dessus des feuilles, aura moins de chances de bourrer. Voilà, ça c'est juste des techniques qui permettent un peu d'améliorer voilà, la récolte, dans du soja. Bon, voilà, là, c'était un calcul, on a fait des essais donc de récolte avec des coupes avec la même machine, dans la même parcelle, avec une coupe flex et enfin une coupe flexible et une coupe rigide. Donc on arrive à gagner, un 37 dans cet exemple-là, cette année-là, on était dans une parcelle plate, sans cailloux, en sec. Donc voilà, il y avait des conditions, qui étaient pas forcément, néfastes ou mauvaises pour de la récolte. Donc on a déjà gagné un 37 quintaux par hectare, rien qu'avec le fait de mettre une coupe, flexible, d'aller ramasser un maximum de gousses, de 1 gousses. Voilà et vous avez, à peu près en fonction du prix du du soja que vous allez vendre, hein, si c'est du bio, du conventionnel, de l'alimentaire et cetera. Voilà, vous vous recalerez là-dessus. Une coupe, flexible, il faut savoir que ça coûte aux alentours de 34 000 €. Donc je vous laisse faire vos calculs, mais très vite, hein, on peut avoir des voilà, avec ce type de gain, hein, un Quintal 37, très vite on peut avoir amorti l'investissement d'un tel équipement. Alors on va sauter sur le poids d'hiver et de printemps, c'est pareil. Là, comment dire? L'investissement est est conséquent, on va dire, puisqu'on va travailler avec une coupe à céréales classique. Le seul, équipement qu'il va falloir, c'est monter des doigts, releveurs, ou les 3 doigts, hein, en règle générale, hein, et qui vont faciliter la montée, c'est-à-dire on va les décoller de par terre pour que la coupe puisse avancer sous le sous cette biomasse, et ramasser, et ramasser tous les grains. Parce que sinon on passe au-dessus des grains lorsque la comment dire? La culture de pois est un peu tassée, qu'il y en a eu un peu d'asco ou voilà, qu'elle est un peu tassée par terre, c'est assez compliqué et on a vite fait parce qu'une coupe récolte aux alentours entre 10 et 15 centimètres quand on ne veut pas la poser au sol et on a vite fait de passer au-dessus des gousses et de laisser pas mal de gousses par terre. Donc là, les doigts releveurs vont lever la récolte, la coupe va pouvoir passer dessous et on va améliorer grandement, grandement
la qualité de récolte en évitant de ramasser des cailloux, et cetera. Donc c'est pas un gros investissement. Vous l'avez ici en fonction des doigts releveurs qu'il y a. Voilà, c'est entre 300 et 600 euros suivant les doigts releveurs que vous avez. Les doigts releveurs de gauche qui sont en général surmontés avec les enfin, on a comme équipement avec les moissonneuses classiques. Voilà, il faut bien la faire. Et je dirais à la louche comme ça, il faut un gros quart d'heure pour monter sur une coupe de 6 mètres, il faut un gros quart d'heure pour monter les doigts releveurs voilà, sur la machine. Philippe, il te reste Voilà. 5 minutes. D'accord. Alors, il faut que j'accélère un petit peu. Pour les poids, voilà, là par contre, il vaut mieux y aller un petit peu tôt lorsque le poids est à 16 et 17 d'humidité. Voilà, comme ça, on finira la journée à 15 et on va éviter d'avoir, des graines trop secs parce que le pois, est une graine qui est relativement fragile. Il va falloir essayer de pas la couper donc, soit en démarrant tôt le matin, voilà et l'objectif, c'est de pas avoir trop de casse. La lentille, on en a beaucoup parlé de la lentille et je dirais moi la lentille, le gros conseil là que j'aurais à donner, c'est que la récolte se prépare au semis, hein. Il faut impérativement avoir un sol plat, avec des cailloux qui sont enfoncés, le moins de cailloux possible, voilà et là on aura le les meilleures chances de récolter dans de bonnes conditions. Voilà, il y en a pas besoin d'équipement spécifique, voilà et toujours pareil, attention à la casse des graines, donc quelques vitesses de batteur, 600-650 tours, des ouvertures de grille. Après vous adapterez, en fonction de la grosseur de vos graines. Chiche, pareil, pas d'équipement spécifique pour le ramasser lorsqu'on le ramasse en direct. Encore une graine où il va falloir faire être très vigilant sur la casse des graines, voilà donc moins on sera moins on sera sec, c'est relatif, mais il vaut mieux être à 16-17 comme les pois, d'humidité que trop sec, parce que là on va casser du grain, voilà, avec des vitesses relativement basses au niveau du batteur. Je crois que j'ai à peu près passé toutes, mes cultures, voilà et bonne récolte, enfin on n'est pas tout à fait prêt quand même pour récolter, mais et voilà, moins vous avez de pertes et plus vous allez gagner puisque voilà, c'est là le fait de les ramasser ne vont pas nous coûter beaucoup plus cher, donc autant essayer de les mettre dans la trémie et dans la benne, pour aller les livrer à la copée. Voilà, Merci beaucoup, Philippe. Alors pour le moment, j'ai pas encore, de questions, dans le, dans le chat. J'allais dire, moi j'en ai quand même une petite pour, là si on part un petit peu, au nord de la France où on n'a pas forcément beaucoup de soja, beaucoup de tournesol, en bio, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de colza, non plus. Parmi tous les équipements, j'allais dire, si un agriculteur se lance à la fois dans du soja, du tournesol, du pois chiche ou de la lentille, donc là, il y a pas besoin d'équipement spécifique. Mais est-ce que tu aurais à faire un choix entre tout? Parce que ça fait au bout d'un moment, ça fait un petit billet. Est-ce que tu en aurais un à recommander par rapport aux autres? je crois L'indispensable. je crois que ça a été dit tout à l'heure, l'outil qui fait tout, malheureusement, il n'existe pas. Mais alors pour essayer de répondre quand même, un peu à ta question, pour moi, par exemple, récolter du tournesol sans un équipement, même le minimum, sans des doigts, sans plateau, sans rien, pour moi, c'est pas envisageable. On va au casse-pipe. On va pouvoir bricoler sur quelques, centaines de mètres carrés ou un petit hectare parce que voilà, on peut se faire plaisir. Au-delà, c'est pas envisageable de récolter du tournesol sans équipement. Heu, voilà, il y a au moins celui-là. Après, heu, après un équipement, colza, même une coupe avancée, qui voilà, on a vu que c'est pas un investissement trop élevé. Hem, c'est, voilà, c'est quelque chose qu'on va rentabiliser. Alors rentabiliser d'une part et pour c'est un peu comme, la coupe flex. Le chauffeur quand il a goûté une coupe avancée,
il ne veut plus revenir en arrière. On a un confort de travail, c'est-à-dire on va avoir un confort et une qualité de travail. On se pose beaucoup moins de questions pour faire travailler les rabatteurs. Les rabatteurs vont être un peu plus agressifs. On va alimenter notre moissonneuse de façon continue. Pour ceux qui ont récolté du colza, déjà, ils vont savoir ce que je veux dire, parce qu'à un moment donné, le colza, c'est assez branchu. Ça va avoir du mal à rentrer dans la moisse batte. Et quand on va faire travailler les rabatteurs, on a un gros flux de colza qui arrive dedans. On a le batteur qui raogne, c'est-à-dire on a trop de matière qui passe dans le batteur. Déjà, on risque de brûler. Et une machine qui est alimentée comme ça par saccade, elle ne peut pas faire du bon boulot. Voilà, il faut qu'on ait un flux continu. Donc, le fait d'avoir cette coupe avancée, on a nos rabatteurs qui alimentent la machine en continu et de façon régulière, on a un bien meilleur travail. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais en tournesol, c'est obligatoire, hein. Je vois pas d'alternative, c'est trop on couche trop de pieds devant et cetera. Après, après un colza, vu les équipements, le coût des équipements, donc je dirais en 2 et après une coupe flex, voilà, une coupe flex, c'est vrai que on est à 35 000 € ou 34 000 € d'investissement. Voilà, mais il faut bien le calculer par rapport à la surface qu'on a, et très vite, en tout cas pour une TA ou une CUMA, très vite, ça va être, rentabilisé. Eh bien, merci beaucoup Philippe, en tout cas pour cette intervention qui vient, voilà, conclure, cette session, autour de la récolte. Merci beaucoup à vous, de nous avoir fait partager, voilà, vos retours d'expérience, et les résultats que vous avez acquis sur, les cultures.